Bonsoir à tous, merci d'être là. On va pouvoir commencer notre conseil de quartier. Donc, dans un premier temps, alors je voulais juste rappeler que la réunion est filmée et donc retransmise sur le site de la mairie du 15e dès la semaine prochaine. Donc quand vous allez parler, poser des questions, toujours parler dans le micro puisque c'est enregistré. Donc pour notre réunion de ce soir, nous avons retenu à l'ordre du jour 2 thématiques. Donc la première thématique qui est donc Keller sur le suivi de chantier qui est en cours et le projet d'installation d'un établissement d'enseignement supérieur. Il y aura sur ce sujet 2 volets qui seront traités. Et ensuite, donc, la deuxième thématique, donc la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le quartier. Donc alors, pour le premier sujet, donc, sur le chantier du pavillon Keller, nous avons comme intervenant donc, Madame Bénédicte Agnorté, donc directrice du projet de la Poste Immobilier, et Monsieur Pascal Cohénon, donc chef de projet immobilier pour la Poste Immobilier. Et donc, pour un petit contexte, je vais passer la parole donc à Monsieur Semel qui va nous faire un petit rappel du contexte. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, c'était simplement pour vous remercier tous d'être là d'abord et remercier aussi la direction de l'IPAG qui nous accueille ce soir pour la première fois dans cet amphithéâtre. Cette école a ouvert il y a 3 ans. Elle compte 3500 étudiants. Donc, c'est son principal campus. Donc, merci à son directeur. Je voulais simplement rappeler, parce que les conseillers de quartier qui sont là ce soir donc, ont été renouvelés en fin d'année dernière, mais c'est la 3e fois que nous nous intéressons à ce chantier sur l'îlot Keller. On a eu déjà 2 réunions avant le début du chantier et pendant, puisque c'est une opération en 3 volets. Il y a eu d'abord la réalisation de l'espace logistique urbain qui est en service depuis un peu plus d'1 an. Ensuite, la transformation de l'ancienne crèche, travaux qui sont en cours, avant la végétalisation de la dalle qui commencera dans quelques mois. Voilà ce que je voulais rappeler et vous dire aussi que le conseil de quartier, en dehors des réunions publiques et de ces réunions préparatoires, évidemment suit ce sujet avec attention. On a fait une visite de chantier avec Madame Boyer et un certain nombre de conseillers de quartier en début d'année, donc qui a conduit à faire d'ailleurs certains ajustements sur la conduite de ce chantier. Mais sans plus attendre, passer la parole Monsieur le maire, à Monsieur Cohénon pour la première partie, c'est-à-dire justement le suivi de ce chantier de transformation de l'ancienne crèche. Bonsoir. Donc effectivement, nous allons faire un petit point d'avancement sur les projets Keller. Donc comme l'a rappelé Monsieur Semel, 3 projets en un. Donc le premier, alors déjà un petit rappel du contexte de la dalle et des niveaux sous dalle. Donc comme l'a rappelé Monsieur Semel, les 2 niveaux sous dalle ont été rénovés et exploités. Ils sont exploités depuis plus d'1 an. Donc par la branche service colis courrier de la Poste. Donc la phase 2, c'est la réhabilitation du pavillon qui est en cours, dont on développera les travaux tout à l'heure. Et enfin, donc la végétalisation de la dalle Keller qui devrait débuter, si tout va bien, à la fin de l'année. Bon voilà, donc travaux de réhabilitation du pavillon, les travaux lourds ont commencé en novembre 2023 après une phase de curage et désamiantage qui s'est achevée au mois d'octobre. Et là, donc le planning court jusqu'à novembre 2024, date de la livraison du pavillon donc au preneur GES qui sera présent tout à l'heure. Et l'aménagement de la dalle, donc les travaux principalement en 2025. Bon, un petit focus sur le pavillon. Donc il y a quelques ambitions quand même environnementales qu'on a mis en place. Déjà l'application de la RE 2020, bon, je parle un petit peu technique, mais très très rapidement. Une isolation effectivement très renforcée, donc comme on a pu en parler, en paille. Donc on aura un bardage extérieur en bois, une charpente en bois, des planchers en bois,
et un parement intérieur en briques de terre crue pour améliorer l'inertie du bâtiment et le confort en été, quoi. Donc nous visons effectivement le label BBCA, donc bas carbone et Effinergie, en ce qui concerne les consommations énergétiques. Donc l'usage de matériaux biosourcés, géosourcés et également de réemploi in situ ou ex situ. Donc nous réemployons des garde-corps in situ, des sanitaires ex situ, du faux plancher technique ex situ. Donc l'avancement aujourd'hui, donc ce sont des photos qui datent de il y a vraiment pas longtemps. Donc les murs en paille, donc les blocs de paille sont derrière les panneaux violets, là, roses, dans des blocs en bois, dans des modules en bois. Donc cette photo a été prise en début de semaine. Donc aujourd'hui, les murs paille sont posés au rez-de-chaussée et premier étage. En ce moment, il y a des travaux de renforcement structurel qui sont assez bruyants, mais qui vont se terminer à la mi-juin ou plus tard. Et donc, les menuiseries extérieures débuteront, enfin la pose des menuiseries extérieures débutera la semaine prochaine. Et donc, la charpente est prévue en juillet prochain. L'idée, c'est de livrer tous les matériaux encombrants et qui nécessitent des camions pour les approvisionner avant la mi-juillet, puisque à compter du 18 juillet, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, une semaine avant la cérémonie d'ouverture. Voilà. Et pour finir, des images qu'on avait déjà présentées concernant le projet paysager qui débutera à la fin de l'année. Donc on crée des cheminements principaux et secondaires pour mettre en relation les trois accès de la dalle. Il y aura un jardin potager qui sera pour l'instant on n'a pas on ne sait pas comment il sera géré ni développé. Voilà, donc une petite vue axonométrique avec le pavillon tel qu'il sera une fois terminé et une vue sur la dalle telle qu'elle sera à terme. Voilà, je vous remercie. La cheminée sera intégrée dans le pavillon. On ne la verra pas. Voilà. Là, elle est visible, je vous l'accorde. Donc, elle sera intégrée au pavillon et elle sera totalement à la toiture. Voilà. Vous ne verrez que les grilles supérieures pour évacuer l'air des deux niveaux sous dalle. Voilà. Monsieur Coenon, je voulais juste signaler un point sur lequel vous êtes passé. Mais il y avait des photos. En fait, vous avez organisé, donc merci, des ateliers avec des élèves du collège Apollinaire. Effectivement. Donc c'était aujourd'hui. Ce matin, donc les classes de 5e et cet après-midi 3e. Donc les élèves étaient très ravis de ces ateliers. Comment ? 2 ateliers. Oui. Alors hier, on en a organisé pour les collaborateurs de la Poste Immobilier. Aujourd'hui, c'était les collégiens et lundi, de nouveau des ateliers pour les collaborateurs. Oui, donc ces ateliers portaient donc sur comme j'ai dit tout à l'heure, on construit le bâtiment avec de la paille, donc de la paille qui sont mis dans des modules en bois. Et donc l'idée, d'une part, et d'autre part, la brique de terre crue. Donc il y avait 2 animations. D'une part, la paille, un petit peu comment on peut s'en servir pour l'isolation, comment elle est mise en place, en œuvre. Donc là, on voit les modules, la petite photo en bas à gauche, des modules bois dans lesquels les élèves ont inséré des blocs de paille avec l'outil que vous voyez en haut à droite, une espèce de gros marteau. Voilà. Et un atelier qui concerne la brique de terre crue. Donc ils ont assemblé quelques briques pour faire un début de mur. Et également, ils ont enduit un panneau avec une sorte de torchis. Voilà. Donc c'était effectivement, moi je l'ai fait hier matin, c'était très intéressant. Très pédagogique.
Ce sera un bardage en bois. Ouais. Du mélèze. Allez-y, oui, pour les questions, donc, on les prend 3 par 3, comme d'habitude. Bonsoir, merci pour la présentation. J'avais une question sur l'entretien après des parties végétales et également sa sécurisation, puisque avant, en tout cas, elle était ouverte à tout le monde. Qu'est-ce qu'il en sera le soir pour les riverains? Voilà ma question. Une autre question? Oui, bonsoir. Si vous voulez bien revenir en fait sur la première diapo que vous avez montrée, où on voit les deux façades, hein, la façade actuelle et la façade du projet, voilà en bas. En fait, en voyant ces deux photos, je comprends qu'il y a en fait une augmentation très significative du volume du bâtiment, puisqu'il y a une augmentation de la façade au premier étage et manifestement une réelle création de plancher au deuxième étage. Juste en face, il y a au pied de la tour Keller en fait un certain nombre de locataires qui sont en rez-de-chaussée. Donc ce sont des duplex, des appartements en duplex au rez-de-chaussée, et il y a un premier étage et peut-être même le deuxième étage aussi des locataires. Du coup, vont se retrouver avec un vis-à-vis en fait qui est augmenté du fait de cette augmentation de surface de plancher. C'est quelque chose, lorsque vous étiez déjà venu auparavant nous présenter ce projet, qui n'avait pas été présenté de cette manière-là. La notion d'augmentation des volumes, donc par l'augmentation des planchers, et donc l'impact pour les locataires qui sont dans les bas étages, avec une proximité de ce bâtiment qui est augmentée, c'est quelque chose qui clairement n'avait pas été dit de manière intelligible. Donc, et là, à nouveau, vous ne l'énoncez pas, c'est en regardant ces images que l'on se rend compte, en fait, qu'il va y avoir un impact négatif pour les locataires, particulièrement de la tour Keller, qui sont relativement proches, en fait, de ce pavillon Keller. Donc, non seulement je suis étonnée, et je trouve que ce procédé, enfin, je m'en émeus, et je me fais le porte-parole en fait de ces locataires qui vont être en fait gênés et pénalisés. Voilà. On prend une troisième question et on va répondre à toutes les questions en même temps. Une troisième question peut-être? Ok. Monsieur va répondre. Ah. J'en profite, une troisième question, s'il n'y en a pas d'autres. Sur une autre planche, un peu plus tard, je n'ai pas de numéro, mais il y a une planche vue de haut, où on voit les petits numéros en fait sur la dalle, avec les différents équipements sur la dalle. Là, voilà, celle qui est là. Je vois numéro 4, je lis plantes grimpantes sur les édicules. Donc pour avoir des plantes grimpantes, ça veut dire que les édicules ont une certaine hauteur. À ce jour, il me semble qu'il n'y a pas d'édicule à cet emplacement-là, au pied de la tour Keller. Il me semble qu'il n'y a pas d'édicule qui surplombe. Je vais vous répondre. Voilà, peut-être sur ce point de vue-là, vous pourrez mieux m'éclairer, mais voilà. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des nouveaux édicules? Est-ce qu'il y a des hauteurs d'édicules? Est-ce que ça peut être à nouveau quelque chose qui pourrait gêner aussi les locataires là qui sont au pied de la tour Keller? Merci. Monsieur Cohen. Donc on va commencer par les premières questions, si vous voulez bien. Donc la dalle, de toute façon, doit être accessible au public, comme auparavant. C'est un peu le règlement du front de scène, où toutes les dalles doivent être accessibles, même si la dalle appartient à la Poste. Voilà, donc il y aura effectivement un contrat d'entretien pour entretenir les végétaux, nettoyer la dalle, vider les poubelles, s'il y en a, etc. etc. Voilà. Et sur ce sujet, j'en profite pour m'exprimer, et en présence du commissaire de police du 15e, puisque votre sujet, c'est celui de la sécurisation de cette dalle, qui a posé tant de problèmes jusqu'à présent, et on espère que cet aménagement, en tout cas la réalisation de cet aménagement, a pour objet aussi d'améliorer
la prévention situationnelle hein, sur la dalle et donc la sécurité, mais pour que des patrouilles policières puissent passer aussi régulièrement sur la dalle, comme elles passent sur l'autre partie de la dalle, de l'autre côté de la rue Linois. Et la nuit aussi. Comment ? La nuit, ce sera fermé ? Ah non, c'est pas Non, ça. non. On ne peut pas fermer. Juridiquement, on ne peut pas fermer cette dalle. Pardon, je vous interromps. Il y a juste Monsieur le maire, pas de il y avait souci. d'autres questions. Il y a juste un plan aussi. On a mis un petit peu de temps à bien finaliser le plan et l'organisation fonctionnelle au niveau de la dalle pour pas qu'il y ait de recoins, pour pas qu'il y ait de zones d'ombre, pour pas qu'il y ait de zones fermées. Donc l'idée, c'est que même s'il y a de la végétation, et l'idée, c'est d'avoir vraiment un poumon vert à cet endroit-là, pour autant, notre souci, c'est de ne pas cacher ni masquer d'endroits ou de recoins. Donc c'est ce qu'on a essayé de travailler et de mettre au point avec le paysagiste. Il y aura des bancs. Alors juste au niveau des bancs. Ah oui. Des bancs, voilà, juste des bancs, mais sur lesquels on ne peut pas forcément s'allonger, mais que ça fasse quelques points d'assises pour voilà, lire un livre, flâner un petit peu. Rendez-vous aussi. Il ne faut pas que la nuit, ce soit le rendez-vous, quoi. Voilà, bien sûr, ça c'est... Ça, vous savez, je passe ma vie à installer des bancs et à les enlever. Donc, s'il y a un problème, ça ne pose pas de difficulté, on les enlèvera. Hein. Il y a des endroits où c'est pas gênant. Oui, mais je sais qu'il y a des regroupements. Enfin, jusqu'à présent, il y en a. Quand d'aller au signe, il n'y a plus de bancs. Ça peut s'enlever et en tout cas, Ils vont venir, on est aussi, il y a- l'idée pas c'est d'habitants, d'avoir là. des assises ponctuelles. Par les oiseaux, les poissons, il n'y a pas d'habitants sur l'île aussi. C'est l'avantage. Pas de souci. Donc, je vais répondre à vos deux questions, madame. Il n'a jamais été question de cacher quoi que ce soit sur les projets. Le projet, avec extension de 500 mètres carrés, il est dans les tuyaux depuis 2 ans. Permis a dû être affiché. Le PC a été déposé et accepté en l'état. Et affiché. Les emprises au sol ne changent pas par rapport à l'ancienne crèche, hormis l'épaisseur des façades qui est plus importante qu'auparavant, mais sinon l'emprise au sol du rez-de-chaussée est la même, l'emprise du premier étage est la même qu'avant, c'est le deuxième étage effectivement, où là il est étendu sur toute la surface. Alors il y aura des coursives extérieures au deuxième étage qui en périphérie du bâtiment, mais sachez que voilà, le projet il est comme ça depuis 2 ans, et il n'y a jamais rien de changé, et il n'y a jamais eu de volonté de cacher quoi que ce soit par rapport au projet. En ce qui concerne les édicules sont existants, ils ont été mis en place dans le cadre des travaux de logistique urbaine. Il y a eu un permis de construire déposé, validé. Il y a des distances réglementaires avec la tour, puisque les grilles équipant ces édicules doivent être à 8 mètres au moins de la façade de la tour. C'est ce qui est le cas. Donc, là, aujourd'hui, ils ont une hauteur de... je ne me souviens plus, mais une fois le traitement paysager terminé, ils seront moins hauts parce que finalement, on va mettre 30, 40, 50 cm de terre. Donc leur hauteur par rapport au sol fini sera moindre. Et les plantes grimpantes sont prévues, si on les met, pour masquer un petit peu ces édicules qui ne sont pas d'un esthétique remarquable. Voilà. Ces plantes grimpantes ne servent qu'à ça. Je voulais juste ajouter un point, Monsieur Cohenon, c'est que sur ce projet, effectivement, on a eu des présentations en conseil de quartier, mais aussi des ateliers de concertation avec les associations de locataires de la tour. Donc vous les avez organisés, j'y étais aussi. Voilà. Et vous avez évoqué la sécurité. Donc avant de parler de la sécurité, juste ces ateliers de concertation, nous avions examiné tous les projets d'architectes qui vous étaient présentés. Et voilà, et c'est ce projet qui est réalisé, c'est celui qui avait recueilli la préférence à la fois des associations de la Tour et puis d'un certain nombre de personnes qui étaient consultées. Sur la sécurité, vous avez raison de le signaler, on avait organisé en mairie du 15e avec le commissaire Vallot, prédécesseur du commissaire Merchy, une réunion pour voir ce qui, avec les paysagistes, très finement, ce qui pouvait être fait pour que la sécurité de cet espace soit la meilleure possible. Et s'il n'y a pas de caméra encore, du moins les lampadaires qui sont installés permettent cet équipement ultérieur. Mais les lampadaires effectivement seront allumés toute la nuit sans restriction et sans
baisse d'intensité. Voilà. La Seine parisienne, elle fait des rondes sur les autres dalles. Pas de ce côté-là. Non, pas sur la dalle Keller. Pas sur la dalle Keller. Non, parce qu'elle ne relève pas de sa compétence. Voilà. Non. Mais il y a deux sujets. Moi, d'abord, je veux dire, ça fait 15 ans que je me bats pour qu'il y ait un aménagement de cette dalle, la rénovation aussi de la tour, etc. Parce que tout ça était laissé à l'abandon pendant des années et des années. C'est pas vous qui allez dire le contraire. Donc on se bat depuis des années, et je voudrais remercier les opérateurs d'avoir enfin, même si c'est après trop d'années, décidé de changer, mais du tout au tout, la physionomie de ce site qui était laissé à l'abandon. C'est un délaissé urbain pour moi. C'est un scandale que cette dalle ait été laissée dans cet état, dégradée depuis des années, avec de l'insécurité, des trous partout. Enfin, d'ailleurs, c'est simple, il y avait cette crèche dont on parle, cette crèche qui était la seule du 15e dans laquelle j'avais des places libres parce que personne ne voulait y aller. Parce que les pères de famille avec la poussette, ils n'avaient pas envie de traverser la dalle au milieu de tout ce qu'on pouvait y trouver. Bref, puis c'était vraiment plus qu'austère. Donc là, on va avoir quand même un bel aménagement végétalisé. Moi, c'est ce que j'avais demandé. D'ailleurs, je ne savais pas si on pouvait faire de la végétalisation sur une dalle. Parce que là, on est loin d'être en pleine terre. Hein. Et je pense qu'on y a été plusieurs fois, d'ailleurs, avec mes adjoints et autres, et puis les responsables, pour voir comment on pouvait faire le maximum de végétalisation. C'est ça qui nous a guidés sur ce projet. Et je pense que le résultat est à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Alors évidemment, si on avait pu planter des arbres de haute tige de 30 mètres de haut, ça aurait été mieux encore. Mais ce n'est pas possible sur une dalle. Voilà. Mais là, le jardin partagé, les différents aménagements végétaux, les jardins, franchement, il y aura un paysage urbain qui sera transformé du tout au tout. Alors effectivement, il y a ce bâtiment qui est transformé, qui a d'ailleurs une belle allure en bois, et c'est ce qu'on fait maintenant, surtout sur une dalle, c'est compliqué de construire sur une dalle, mais c'est vrai qu'il y a eu des permis de construire tout à fait réguliers qui ont été affichés, il y a eu des ateliers, etc. Donc je suis désolé de votre intervention, c'est vrai, parce que nous, on n'a jamais eu, enfin moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu de recours contre le permis de construire d'ailleurs, et il n'y a pas eu de protestation, d'observation par rapport à ça, et par rapport à ce nouveau bâtiment qui s'insère le mieux possible, enfin je pense, dans le cadre nouveau qui va être celui de cette dalle. Et sur le plan de la sécurisation, oui, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la police nationale, dans la mesure où autant il peut y avoir des patrouilles de l'autre côté, avec la Seine-Paris-Seine, mais pas de ce côté. Donc je demande à la police nationale, en attendant peut-être des caméras, pour le moment c'est pas prévu, parce qu'on a droit à un certain nombre de caméras, enfin bref, là c'est pas prévu en tout cas, mais il y a un éclairage nouveau qui sera installé, et si vraiment l'insécurité persiste ou revient, moi je demanderai à la préfecture de police l'installation d'une caméra sur la dalle. Si vous le permettez, je m'excuse, mais je vais un petit peu en fait apporter un élément de réponse par rapport à ce que vous venez d'évoquer. En fait, je trouve votre réponse, personnellement, je l'accepte pas en l'état, puisque effectivement, vous êtes venu présenter dans un précédent conseil de quartier ce projet, et personnellement, j'ai lu ce permis de construire, je me le suis procuré, je l'ai lu, et j'ai pointé effectivement qu'il y avait une question autour de ces édicules. Voilà, donc j'avais une question. Et en conseil de quartier, moi, personnellement, j'ai posé la question. Quels sont ces édicules dont il est question dans le permis de construire? Y a-t-il de nouveaux édicules? Y a-t-il de nouvelles hauteurs d'édicules? Et la réponse qui m'a été apportée par les intervenants dans le conseil de quartier a été non. Il n'y a pas de nouveaux édicules. C'est la réponse qui m'a été apportée en conseil de quartier. Nous n'aurons peut-être pas le fin mot de l'histoire ici ce soir, et l'histoire s'arrêtera peut-être là, mais je trouve ce procédé plutôt désagréable. Non, madame, les édicules sont pareils, sont prévus depuis le début du projet de la logistique urbaine. Sans ces édicules, il n'y a pas d'exploitation possible dans les niveaux sous dalle. Ils servent à la ventilation ou des enfumages. Ces édicules sont là depuis le début du projet. Je suis désolé.
en tout cas sur la mémoire de ces réunions, enfin, sachez qu'elles sont toutes enregistrées en vidéo sur le site de la mairie du 15e, donc c'est facile de revoir les 2 présentations qui avaient été faites novembre 2021 et mars 2023. Voilà, je pense que c'était signalé en effet, mais pour moi c'est pas un élément nouveau, mais on peut vérifier. On confiera l'enquête à la police judiciaire puisque le commissaire... Moi j'ai une question. Désolé, hein, vraiment désolé de ce malentendu, parce que c'est vrai que c'est malheureux. J'ai une question concernant les livraisons. Vous avez mentionné qu'il allait y avoir un certain nombre de camions qui allaient venir livrer le matériel. Aujourd'hui, comme vous le savez, la rue Keller, c'est une autoroute, pour ne pas utiliser un autre mot, avec des véhicules garés dans tous les sens. Les piétons sont obligés de circuler sur la route, parce que sur les trottoirs, c'est pratiquement pas possible. Les camions Colissimo, j'ai des photos, je vous montrerai les photos, ils sont garés partout, sur les passages cloutés, à tous les endroits. Donc les gens, le matin, quand ils sortent pour emmener leurs enfants à l'école, c'est compliqué. Donc ma question est, combien de camions vont venir livrer et à quelles heures vont-ils venir livrer ? Il y a déjà des livraisons régulières. Aujourd'hui, je n'ai absolument pas le calendrier des livraisons, le nombre de camions qui seront prévus pour que les livraisons soient à peu près terminées au 15 juillet. Là, je n'ai pas l'information du tout. Je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous pouvez planifier des horaires avec... Parce que vous avez la partie colis qui est gérée en sous-sol, où il y a tous les camions qui arrivent le matin. Est-ce que vous pouvez faire en sorte de gérer le flux de livraison pour la préparation et l'aménagement du pavillon aux horaires décalés par rapport à toutes les livraisons qui sont faites pour le centre de tri? Alors, parce que sinon, ce sera ingérable pour les habitants du quartier. Alors, donc, le matin, effectivement, entre Colissimo et les livraisons du centre commercial, la rue est plutôt encombrée, j'en conviens. Effectivement, on peut essayer de voir avec l'entreprise AECO, de manière à différer les livraisons plutôt en deuxième partie de matinée, à partir de 10h. Voilà, ce serait le... Comment ? Ouais. Mais les livraisons de la part de qui ? Ah, c'est Colissimo. Enfin, vous savez... Oui, c'est plutôt tôt le matin. Ouais. Mais bon. Après, effectivement, des fois, on a du mal à identifier qui... les menuisiers extérieurs, la charpente, il reste un peu de taf. Bien. Ok, je prends le point. Une question, s'il vous plaît. Oui, je suis justement sur le chantier tous les jours, je l'observe et on voit l'évolution. Les ouvriers sont formidables. Je constate que l'eau reste tout le temps sur la dalle. Il n'y a pas d'écoulement. Ça va être dangereux pour un jardin plus tard, il me semble. Et puis d'autre part, eh bien, tout ce que les gens bêtes jettent par la fenêtre, comment ça va être solutionné? Alors, effectivement, il y a des avaloirs, enfin des descentes d'eau pluviale qui sont censées évacuer l'eau. Malheureusement, certaines sont bouchées parce que il y a des détritus qui sont jetés, comme venez de le dire, depuis la tour. Donc finalement, ça encombre les grilles qui protègent ces entrées d'eau. Voilà. Après, si vous voulez, s'il n'y avait pas ces obstacles au niveau des grilles, l'eau s'écoulerait normalement, quoi. Voilà. Donc, et à terme, ce ne sera pas un sujet, puisque ces avaloirs seront intégrés au projet paysager. Voilà. Alors juste pour compléter, pour le coup, la terre et tout l'apport de terre va permettre de capter l'eau et justement d'être utile pour les plantations. Et on va avoir un petit point de récupération des eaux pluviales pour aussi continuer à alimenter au fur et à mesure les plantations. Donc voilà, ça ira en tout cas dans le bon sens. On peut demander justement au cours des années qui vont venir. C'est de l'entretien. Permanent au-dessus d'un garage. Fragiliser la dalle, non ? Voilà. Oh, si.
Comment j'ai Ça pas... va fragiliser l'individu. Non, mais il y a une étanchéité qui a été mise en place, donc qui évite que l'eau effectivement s'infiltre dans les niveaux inférieurs. Et puis, non, c'est une étanchéité voilà, qui est mise en place pour recevoir un jardin, donc de manière à ce que les racines ne percent pas l'étanchéité et provoquent des fuites en dessous, quoi. Non, c'est étudié pour. C'est un traitement, je dirais, normal pour une dalle, enfin pour une terrasse, quoi. Bien, merci. Donc nous allons passer au deuxième sujet donc, qui concerne la dalle Keller, qui concerne cet espace-là. Donc le projet concernant l'ancien bâtiment Covivium. Nous avons pour cela des intervenants. Donc Monsieur Jonathan Azoulay, président du réseau GES. Monsieur Denis Lamy, aussi représentant le réseau GES. Monsieur Mathieu Lebrun et Jonathan Inzerilo, qui sont les architectes responsables du projet. Donc voilà, je passe la parole à monsieur. On les laisse là ici. On les amène là. On va les déplacer. Oui. Bien, bonsoir tout le monde. Oui, ça va. Je me présente donc Denis Lamy, je m'occupe du réseau GES et je vous prie d'excuser l'absence de notre président, Jonathan Azoulay, qui a récemment un drame familial et il ne pouvait pas être présent parmi nous cet après-midi. Voilà, donc notre école... le réseau GES et plusieurs écoles sur Paris et en province. Nous sommes déjà installés sur la dalle Beaugrenelle et nous sommes du côté, on va dire le côté droit ici avec nos deux écoles qui s'appellent l'une l'EIML et l'autre Modart. Ce sont des écoles de marketing de luxe et l'autre une école de mode, couture, etc. Donc on est installé ici depuis 10 ans. Et notre projet aujourd'hui, c'est d'exploiter le premier projet dont vous venez de parler, c'est-à-dire le pavillon. Donc on va installer une école. Et le deuxième projet, là, numéro 2, c'est le pavillon, l'immeuble qui s'appelle Covivio, qui était occupé par Orange, et qui sont toujours installés parce qu'ils ont le central téléphonique qui risque d'exploiter encore pas mal de temps parce que c'est tout le réseau filaire de la téléphonie. Donc nous, on va occuper aussi donc, ce bâtiment et on va commencer les travaux lorsque notre permis de construire sera validé d'ici quelques mois. Donc on vient ici vous présenter surtout le projet Covivio, avec l'ensemble des travaux que nous comptons mettre en place. Donc je pense que tout le monde reconnaît un petit peu ce paysage-là, donc avec on revient juste en arrière. Donc là, tout le monde se situe entre la piscine, vous avez le pavillon, et juste en dessous, avec l'espace paysager, et en dessous encore, l'immeuble numéro 2 qui s'appelle Covivio, et c'est là où on va installer notre école. Donc ce sera la même école entre 1 et 2, et ça va faire un ensemble d'enseignements, 1, 2 et 3, pour accueillir nos étudiants. Donc nos étudiants, quels sont-ils ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de nos étudiants de l'EIML ou de Modart. Ce sont des étudiants qui sont en alternance, c'est-à-dire qui passent, selon les formations, soit une semaine à l'école, et une autre semaine en entreprise. Donc ce sont des étudiants entre
17-18 ans, donc c'est des post-bac qui vont jusqu'au master. Donc ce sont des jeunes adultes qui connaissent le monde du travail, puisqu'ils travaillent aujourd'hui. Et ce sont encore une fois donc, des alternants. Et donc quand ils passent du temps à l'école et du temps en entreprise. Donc aujourd'hui, je sais pas, ça fait 10 ans que je m'occupe de ces écoles et jusqu'à présent, j'ai pas eu de réclamation sur la conduite de nos étudiants. Ils passent du temps à l'école, ils sont dehors pendant les pauses, mais ça se passe plutôt bien. Donc on espère que ça va continuer avec les écoles que l'on va installer sur le pavillon et sur le bâtiment Covivio. Voilà, donc ça c'est pour la première page. On va vous détailler un petit peu le projet. Donc là, c'est pour tous ceux qui connaissent la rue Robert Keller. Donc vous reconnaissez un petit peu le rez-de-chaussée, donc avec la rampe, la célèbre rampe, avec ce que vous connaissez aussi en dessous de la rampe. Voilà, donc aujourd'hui aussi on a ces nuisances-là, nous, ne serait-ce que pour mener nos travaux. Donc là, on a un projet d'aménagement, vous allez le voir sur d'autres slides. Ici, c'est le côté face au pavillon. Vous reconnaissez tous. Voilà. Là, c'est le dos de ce bâtiment. C'est un bâtiment, aujourd'hui, il est aveugle. C'est celui qui donne sur la Seine. Voilà. Et on poursuit. Voilà. Et là, on va rester sur le projet. Donc, je vais vous passer la main. Voilà. Alors. Donc, je passe la main à Monsieur Inzeri. Merci, bonsoir à tous. Donc ça reste des images de principe, c'est pas un projet construit. On est en cours d'étude, on n'a pas encore de permis de construire déposé. Mais voilà, l'idée, la première, c'est aussi un petit peu de retravailler, apaiser cette rue sur sa partie. Donc, en fait, on a oublié de préciser, mais le bâtiment Covivio, il a aussi une partie sur rue. Il est en L1, il a une grande partie sur la dalle et une partie en L en retour sur la rue, qui aussi fait partie du projet. Donc l'idée, c'est d'aller faire des travaux chez la Tour Keller, parce qu'on n'est pas chez nous sur cette partie, mais dans l'idée de refaire descendre la végétalisation qu'il y a sur la dalle, de l'amener aussi en bas, qui est une certaine continuité. On a un peu aussi emprunté le vocabulaire architectural du pavillon, de la post-IMO, pour dire que voilà, on est quand même dans un ensemble sur une seule école, et ça peut aussi se répandre. Et l'idée ensuite, c'est de quand même, malgré tout, ça reste une école, donc de clôturer cette partie-là, très ouverte avec la végétalisation, de se servir du dessous de la rampe pour disposer des vélos, puisque la plupart des étudiants viennent quand même en transport en commun ou en vélo, et d'avoir un petit espace où ils viendraient fumer. Alors c'est bêtement dit comme ça, mais l'idée c'est qu'ils ne fument pas sur la terrasse, sur la... Alors ça c'est encore mieux, ça va arriver. Ça va arriver, espérons-le. Mais en tout cas, qui ne fument pas sur la dalle, parce que c'est quand même un sujet, et qui viennent plutôt sur la rue. Et enfin, on retrouve quand même l'entrée ici, qui est une entrée surtout pour Orange, puisque c'est des locaux qu'ils utilisent. Donc ça, c'est pour la partie sur rue. L'idée, c'est d'embellir, d'améliorer, et de végétaliser, en tout cas d'enlever de l'étanchéité, on va dire, puisque le goudron c'est étanche, voilà, et de laisser respirer tout ça. Là, on passe sur la dalle, donc on a une image. Alors, Monsieur Cohénon, pardon, je ne sais pas si c'est ça que ça va donner, mais dans l'idée, il y aura du verre et des chemins. Donc, il n'y a pas d'endroit. Alors, je ne vais pas parler pour vous, mais c'est pas un endroit pour squatter entre guillemets. C'est des chemins, c'est des passages. En face, donc, on voit le bâtiment qui fait l'objet de cette présentation, qui est un bâtiment qui a une architecture un peu rude, mais qui reste quand même malgré tout remarquable dans l'histoire du XXe siècle. Donc l'idée, c'est de pas trop y toucher, parce que c'est des bâtiments qui sont... Oui, c'est toujours compliqué à dire, mais c'est vrai, ils sont frappés d'un... Alors voilà, ça c'est... Tout le monde, c'est pas faux, tout le monde le pense, mais malgré tout, ça reste typique. C'est frappé par des droits d'auteur, ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, on a des ABF qui sont très, très regardants. Donc, l'idée, c'est d'intervenir à minima sur ce bâtiment. On a des, voilà, on refait une propreté en façade. On a quelques grandes ouvertures en fait qui servent
à la fonction sécurité du bâtiment, c'est-à-dire que c'est des châssis qui sont demandés par les pompiers en cas d'incendie pour pouvoir accéder très simplement aux salles qui sont derrière. Donc l'idée, c'est de faire un minima. On a ici une petite excroissance, c'est pareil, c'est pour la sécurité incendie, qui est collée au bâtiment et qui reprend le vocabulaire des autres édicules, avec de la végétation grimpante aussi. Et voilà, à l'extérieur, on a vraiment un minima en termes de travaux. Je passe vite, et à l'arrière, c'est de la même manière. Si on vient rajouter des choses, c'est pour les pompiers. On voit ici, chose qu'on a peut-être pas, sur laquelle on n'a pas assez appuyé, mais je reviens un petit peu. Donc ce bâtiment, il a la particularité d'avoir plusieurs accès, parce qu'il permet d'accéder ici, depuis la rue de l'ingénieur Keller. Il permet aussi, il y a forcément des accès de ce côté-là sur la dalle, parce qu'on a l'autre partie en face, mais qui sera certainement pas un accès beaucoup emprunté. Et ensuite, on a un troisième, ici, de ce côté, qui fait face à l'école EUML, qu'on a vu tout à l'heure, parce que l'école EUML est 20 mètres plus loin ici. Et ce qui permet comme ça de multiplier les accès, d'éviter un regroupement de personnes à une certaine heure devant un seul accès, et en même temps d'arriver les étudiants sur l'entièreté du site. Voilà. Denis. Oui, et on a aussi à l'arrière, alors je vais peut-être prendre mon petit laser, on a à l'arrière une sortie de secours Covivio Cordon Bleu ici. Alors ça, c'est uniquement une sortie de secours. Il n'y a pas d'accès. Voilà. Donc si vous voulez, tous ces endroits, ils sont surveillés par l'école. Donc si vous voulez, ils bordent le bâtiment. Ça évite, ce que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, d'essayer d'éviter les recoins, et d'avoir un minimum de regard sur l'entièreté du site. Bon, après, l'école est ouverte de 8h à 18 ou 19h, je ne sais pas, mais pas le week-end, donc après ça, on ne pourra pas gérer. Mais nous, il y a des caméras, il y a des choses comme ça. Voilà, et là, vous voyez aussi qu'on a ici, parce que vu que c'est une très grande façade aveugle, on n'a pas fait d'ouverture, simplement de la lumière. C'est tout, c'est ce qu'on appelle des pavés de verre, ce ne sont pas des fenêtres, ça ne s'ouvre pas et il n'y a pas de vue. Voilà, c'est pour de la lumière. C'est la seule intervention qu'on souhaiterait faire à l'arrière du bâtiment. Je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose, Denis. C'est le dernier slide. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais enfin, dans cette école, et comme dans toutes nos écoles, on a des espaces de détente, des zones où les étudiants peuvent, entre les cours, prendre dans leur distributeur. On a des distributeurs, sans donner la marque, c'est Picard, où ils prennent leur surgelé qu'ils font sur les micro-ondes. Ils ont de l'espace pour vivre à l'intérieur. C'est ce qu'on veut. On veut les maintenir à l'intérieur le plus souvent possible. Bon, parce qu'on n'est pas sur la Côte d'Azur, donc il pleut souvent. Et donc on aménage plusieurs zones. Il y a des zones de détente, les baby-foot, les choses comme ça, c'est à l'intérieur. Tout ça, ça se passe. Donc ça existe aujourd'hui. Si certaines personnes veulent visiter les écoles que l'on a sur la dalle ou ailleurs, mais il y a un esprit de nos écoles qu'on retrouve partout. Et on veut que les étudiants se sentent bien dans l'école et on veut le minimum de nuisance avec l'environnement. Donc moi je suis assez fier de la tenue de nos étudiants parce que ici et ailleurs on n'a pas de réclamation parce que c'est la nature de notre école d'avoir des alternants, des jeunes qui savent ce que c'est que le monde du travail et qui vivent en communauté. Donc là, on est très vigilant là-dessus et ce qu'on ne veut pas c'est avoir à avoir des procédures contre nous parce qu'il y a de la nuisance, parce qu'il y a des dégradations, etc. Voilà, je vous le dis parce que j'ai un vécu, ça fait 14 ans que je travaille dans ce groupe et je suis assez fier de le faire parce que c'est une école qui fonctionne très très bien. Si vous avez des questions sur... Exactement. Allez-y. Allons-y. Madame Savary. Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve que c'est un beau projet personnellement. J'habite la Tour Espace 2000, donc juste à côté. Et pour vous dire, on n'a jamais eu de problème avec les étudiants de l'EIML. Je vous remercie. Donc ça, c'est top. Néanmoins, j'ai juste un petit point d'attention. Et vous avez commencé à le mentionner par rapport aux espaces de détente. Mais moi, c'est surtout par rapport aux zones pour pouvoir déjeuner. Parce que c'est vrai qu'à certaines heures, nous, on ne peut pas, par exemple, aller à la boulangerie ou faire nos courses parce qu'il y a 50 étudiants dans le magasin. Voilà, c'est juste le petit point d'attention, c'est qu'il y a un espace. Est-ce qu'il y aura un espace restauration ou autre
voilà. Oui, alors c'est vrai pour l'école l'EIML et Modart qui se trouve un petit peu excentré, mais là le fait de se rapprocher déjà du centre commercial, hein, et ils ont un accès plus proche de toutes les commerces, il y a plein de... C'est peut-être un peu cher pour les étudiants. C'est peut-être un peu cher, mais bon, vous savez ce que c'est, les étudiants, ils ont ce qu'ils peuvent, ils vont au supermarché, ils ont le Auchan à côté, ils vont acheter leur... C'est sûr, mais bon, attendez, une précision. Juste, c'est légitime comme question. Je voudrais juste préciser que, alors nous, c'est pas architecte. Quand même, ces bâtiments sont très grands, sont jamais occupés en entier, hein, et dans sa globalité. Donc l'idée, c'est qu'on a multiplié ce qu'on appelle des espaces détente dans lesquels les étudiants se restaurent. Parce qu'effectivement, ce sont des travailleurs, hein, donc ils ont un salaire. C'est pas des gros salaires. Donc l'idée, c'est qu'ils ont toujours je vais dire une bêtise, mais peut-être qu'il y a une quinzaine d'espaces sur les 2 bâtiments qui sont suffisamment dimensionnés pour pouvoir se restaurer avec des micro-ondes, des machines de distributeurs. Voilà, il n'y a pas de cuisine. Voilà, il n'y a pas de cuisine de restauration parce que ça nécessite des sorties, des odeurs, ainsi de suite. Bon, bref, et c'est une autre manière de fonctionner. Mais l'idée, c'est quand même qu'ils restent sur site. D'autant que, si je ne dis pas de bêtises, Denis, ce sont des étudiants, c'est pas traditionnel, donc ils ne vont pas venir, je veux dire une bêtise, mais de 8h à midi, et puis avoir 2 heures de pause. Hein, ça ne fonctionne pas comme ça. Les pauses, c'est un quart d'heure, 20 minutes, ou alors ils ont fini à midi, ils sortent, ils vont manger, puis ils vont ailleurs. Voilà, c'est pas sur un fonctionnement traditionnel. Ou alors il y a les sessions du matin, hein, ils font par exemple de 8h à midi, et après ils rentrent soit à l'entreprise, soit chez eux. Donc ils ne déjeunent pas sur place. Donc on essaye de gérer aussi ce flux. Monsieur a une question. Oui. Moi j'ai une question. Vous avez mentionné que les travaux et le permis de construire n'avaient pas encore été déposés. Aujourd'hui, et après constatation, des travaux ont commencé dans les bâtiments. Il y a des containers qui sont livrés. Par contre, là, je peux vous dire merci parce que le véhicule rentre, il dépose la remorque dans le bâtiment et il n'y a aucun bruit et nuisance extérieure. Donc ça, c'est plutôt très bien. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, donc, vous avez signifié qu'il n'y aurait pas de restaurant universitaire ou autre pour accueillir les étudiants. Donc voilà, c'était les 2 points que je voulais soulever. Très bien. Merci pour compléter. Après, sauf si... parce qu'après, je vais oublier la réponse. Mais effectivement, vous avez raison, le chantier, il a démarré. Mais si vous voulez, pour l'instant, on est dans du curage et du désamiantage. Je vous explique pourquoi on a anticipé ça. Simplement parce que c'est des travaux qui sont lourds, qui font du bruit, et on souhaitait profiter du fait que vous soyez déjà très... Voilà, je me retourne vers vous. Que vous soyez déjà très gênés par les travaux existants pour faire en sorte que nous, on disparaisse. Voilà, hein, on disparaisse dans voilà. Parce que... Oui. Oui, on a vu cet après-midi une représentante de la tour Keller, hein, qui ne s'est même pas aperçue qu'il y avait des travaux qui avaient commencé. Ils ont vu qu'il y avait des bennes, mais ils n'entendaient pas le bruit. Et la raison est simple, hein. Tout le décloisonnement que l'on a fait, là, ça fait 4 semaines qu'on a commencé le curage, 5 semaines qu'on a commencé le curage, c'est que toutes les cloisons qu'on est en train de démonter, d'abattre, etc., sont en Cyporex. Donc c'est quelque chose qui est très léger, hein, et très facile à percer et pas lourd. Même quand ça tombe, on l'a fait l'essai, j'étais étonné de voir un bloc comme ça tomber sans faire de bruit. Donc c'est vrai que les va-et-vient des camions, ça j'en disconvient pas, on les voit arriver, prendre la benne, intégrer le camion dans le parking, prendre la benne et repartir. C'est vrai que nos bruits sont un petit peu encadrés. Voilà, on essaie de le faire. Voilà. Je voudrais juste dire un mot aussi, la présidente Miotoris, sur la restauration des étudiants, parce que c'est vrai qu'en quelques années, le 15e s'est transformé en arrondissement universitaire, puisque c'est le 2e arrondissement universitaire de Paris, ce qui n'était pas du tout le cas du 15e voilà quelques années. Nous avons entre 35 et 40 000 étudiants désormais dans le 15e. On vient juste après le quartier latin qu'on a le double, hein, mais voilà. Et donc du coup, bon, c'est très bien d'ailleurs, hein, c'est le pouvoir d'attraction du 15e, d'attractivité du 15e, et qui est beaucoup de jeunes, des étudiants avec des écoles aussi prestigieuses et aussi importantes et intéressantes que les vôtres. C'est très bien. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui se sont implantés sur le front de Seine, sur Cescus Michel, etc. Le sujet, c'est que nous avons été amenés du coup à inventer une politique d'accompagnement
de l'implantation de tous ces établissements d'enseignement supérieur dans le 15e. On en a maintenant une soixantaine. D'ailleurs, je fais des réunions tous les 3 mois, à peu près, enfin tous les 6 mois, disons, avec les chefs d'établissement pour essayer de voir les problématiques qui se posent justement par rapport aux habitants, par rapport aux étudiants eux-mêmes, au corps enseignant, à la communauté étudiante. Et c'est vrai que nous avons du coup développé une politique très importante de logement étudiant. Donc c'est plusieurs centaines de logements étudiants que nous avons construits, et nous en construisons encore. D'ailleurs, il y a 2 résidences étudiantes de chacune, plus de 100 logements qui sont en cours de construction, par exemple. Et j'en viens au sujet qui vous préoccupe, c'est-à-dire la restauration. Je vais une réunion avec le directeur général du Crous, vous savez, c'est les œuvres universitaires, et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, on avançait bien sur le plan des résidences étudiantes, même s'il en manque encore beaucoup pour loger tous ces étudiants, c'est qu'il n'y avait pas de restaurant universitaire dans le 15e. Et donc, les étudiants mangent. Voilà, on a fait cette découverte importante dans nos études, et qu'il y a juste un restaurant universitaire qui est dans l'enceinte de la faculté de médecine, quoi, Necker. Donc, nous, plus qu'envisageons, on est en train de porter un projet de restaurant universitaire dans le 15e, alors qui ne sera pas sur la dalle, mais qui sera plutôt vers Necker, où on va construire encore aussi une résidence étudiante d'ailleurs. Donc un premier restaurant universitaire. Deuxièmement, il y a eu aussi un appauvrissement de la population étudiante. D'ailleurs, il y a un appauvrissement de la population en général. Il n'y a pas de raison que ça ne concerne pas les étudiants. Donc nous avons créé aussi une chaîne d'aide alimentaire, de distribution alimentaire gratuite. D'ailleurs, j'en profite pour le redire, je le dis à chaque réunion, pour que les étudiants qui sont nécessiteux puissent aussi avoir des produits alimentaires qui leur sont distribués. Nous avons 2 distributions qui sont l'une 100 boulevard Lefebvre et puis l'autre rue Anselme Payen, pour distribuer de l'aide alimentaire aux étudiants qui ne pourraient pas s'acheter. Alors, je le redis, je le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous permettez. Alors, si vous avez des questions, faites passer le micro. Oui, on Si finit je là. peux. Oui, on finit Voilà. ici, ensuite ici. Oui, moi, Madame. je voudrais vous... Si vous permettez, donc je vais poser ma question en fait. Alors je suis un peu désolée, peut-être que ça va être plusieurs questions. C'est vrai que l'implantation d'une école sur le front de Seine à nouveau, et particulièrement dans la rue Keller, en fait c'est vraiment un nœud à problème. Ça, les problèmes s'empilent. Alors, ma première question très précise, en fait, j'aurais aimé savoir, aujourd'hui, combien d'étudiants avez-vous dans votre école et combien d'étudiants sont prévus après l'ouverture de ces nouveaux bâtiments. La deuxième question, je vais un peu enchaîner les questions. La deuxième question, là, par rapport à l'image que l'on voit, est-ce que vous dites donc qu'il y aura une entrée des étudiants par l'entrée que l'on voit ici, donc par la rue Keller ? Ça, c'est ma deuxième question. Troisième question, quand je vois l'illustration qui est là, j'ai l'impression que je ne comprends pas bien, puisque pour moi, aujourd'hui, on peut totalement circuler autour de l'immeuble Keller. Or là, il semble que la façade de votre bâtiment vienne buter sur la tour, apparemment. C'est-à-dire, est-ce l'illustration qui n'est pas tout à fait finalisée, l'image, ou est-ce qu'il y aurait une modification des façades du bâtiment ou de la dalle ? Voilà. Et puis après, donc on a beaucoup parlé effectivement de la restauration parce que, comme l'a dit Monsieur le maire, la population étudiante a considérablement augmenté dans le quartier. Aucun de ces établissements d'enseignement supérieur, à notre connaissance, n'a mis à disposition au sein de leurs établissements de structures pour apporter une restauration à ces étudiants. L'impact pour nous, les riverains, c'est qu'il y a une profonde modification du commerce. Le commerce de proximité qui est en souffrance, les offres de restauration qui se transforment, et aujourd'hui, ce que l'on a comme offre de restauration, c'est de la junk food. Donc c'est un problème et pour les étudiants en termes de santé pour les étudiants, mais aussi pour nous les riverains, avoir une offre de commerce de proximité, faire nos courses, un primeur, un boucher, un boulanger qui nous vendent des baguettes et le gâteau du dimanche. Et, excusez-moi, je donne un petit coup de colère, mais j'en ai marre de voir toutes ces boulangeries se transformer en vendeurs de pizza, de sandwich, de kebab, de pokéball et compagnie. Et aujourd'hui, dans notre quartier, c'est ce que nous voyons. Et donc, pour nous, les riverains, il y a un impact négatif
vraiment conséquent. Donc, excusez-moi, la troisième question, le troisième sujet, c'est par rapport à cette rue Keller. Et donc, à nouveau, les travaux. Aujourd'hui, nous vivons une situation qui est absolument intenable en termes de circulation. D'une part, du fait de l'activité de Colissimo, avec un flux de camions de 6 heures le matin à je ne sais quelle heure le soir, je ne sais plus, Monsieur Coenon peut-être aurait l'horaire où ça se termine, mais une circulation de camions qui est intenable. En ce moment, nous vivons aussi les travaux de la Tour Cristal, et on en a au moins pour 3 ou 4 ans, avec des travaux qui sont absolument pharaoniques. Donc voilà, vous allez amener des camions supplémentaires. Enfin, pour les résidents, je vous dis tout court, c'est l'enfer, quoi. C'est insupportable, c'est insupportable. Voilà. Comment allez-vous faire tout ça? Merci. Alors, une dernière question aussi pour ajouter celle de Madame Badja-Durand. Merci. Une précision sur la sortie rue de l'ingénieur Robert Keller, qui concerne, je crois, le numéro 8 sur le plan cadastral. Je voudrais que, quand même, on nous dise vraiment à qui appartient cette partie-là. On nous dit c'est 1001 Vie Habitat, on nous dit non, c'est Covivo. Je crois que la mairie s'est bien défendue pour faire comprendre à 1001 Vie Habitat que c'était eux les propriétaires, sachant que moi je suis, comme beaucoup ici, locataire de la Tour Keller, et nous payons depuis 3 ans des charges de propreté pour cet espace-là, sachant que nous avons un campement de Rome qui est irréductibles, qui ne partent pas. On les voit 3 jours partir, reviennent après 1 mois. Donc, je voulais que vous me disiez exactement quelle est votre emprise, vous, sur cette partie sous rampe et jusqu'au parking, jusqu'à l'entrée parking des télécoms qui restent encore là. Merci. Voilà. Prenez le micro. Il faut un micro. S'il vous plaît. Le parking qui est là, s'il vous plaît, en face là. Voilà, c'était... Hein? C'est quoi? C'est l'accès au rang. Le parking ici? Oui, c'est le parking orange qui appartient à l'immeuble. Donc. Oui, tout à fait. Donc là, je vais commencer à l'envers, parce que c'est la plus proche et celle que je retiens. Je reviens vers vous. Donc, la question concernant cet espace-là, effectivement, nous aussi, on pensait que c'était le nôtre, mais on nous dit que c'est pas nous, donc on va faire avec. Mais on a besoin de travailler avec les gens de 1001 Vie Habitat. On a prochainement un rendez-vous avec Monsieur Perry. Parce que là, on doit faire des travaux sur cet espace-là, ne serait-ce que la rampe PMR, que vous voyez, enfin, vous distinguez juste derrière la petite végétalisation. On veut fermer cet espace pour éviter ce que vous connaissez aujourd'hui. Il y a eu, on m'a dit qu'il y avait un constat d'huissier pour faire des guerpires, etc. Donc si on a cette autorisation, c'est de fermer, de grillager tout ça et faire un accès assez propre pour que nos étudiants ne soient pas agressés, parce que nous, on a vécu ça de l'autre côté. Les squatteurs, les SDF, tout ça, sont très agressifs quand on va les chercher. Les barbecues, l'alcool, etc. On connaît, on a vécu ça, on le vit. Donc si on a l'autorisation de grillager cette partie-là, ce sera bien pour tout le monde. Mais la propriété. Absolument. Alors, la propriété, c'est une chose. Absolument. Nous, on voudrait bien avoir cette propriété. Il suffit qu'on se renseigne correctement auprès du cadastre, à qui appartient ça. Si ça appartient à 1001 Vie et que vous ne voulez pas payer de charges, nous, on est prêt à vous racheter cette partie. Voilà. Ah non, absolument, ce sera le mot depuis le début, parce qu'on veut être propriétaire de la chose sur laquelle on veut faire de projet. Parce que là, sinon, c'est des autorisations, il y a du juridique, etc. Si on peut avancer plutôt vers une acquisition de ce bout de parcelle, pourquoi pas? Donc là, j'ai bientôt rendez-vous avec ce monsieur Perry, et puis on va essayer d'avancer dans cette voie-là. Bon courage. Non, ils sont au courant. Ah, ils sont au courant. Très bien. Donc, absolument. Donc là, j'ai répondu... On n'était pas là. Non. On n'était pas là. Donc là, j'ai répondu à votre question. Voilà. Je réponds maintenant aux effectifs. Ça me revient. Les effectifs. Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres.
C'est pas que je veux les cacher, c'est que je ne peux pas vous donner un chiffre à l'instant T. Je vous rappelle que ce sont des étudiants en alternance qui sont là le matin ou pas l'après-midi, qui sont là pendant 3 jours et pas pendant toute la semaine, etc. On a un capacitaire. On peut dire que l'étudiant peut accueillir jusqu'à 500 élèves à instant T. Il n'y aura jamais 500 élèves parce qu'ils sont en formation et ils sont en entreprise. Donc, il y aura un va-et-vient permanent. On a des salles de cours qui font 50 personnes. Il y aura peut-être un jour avec 50 personnes et pendant 3 jours, il y aura 10, 15 personnes. Tout dépend des formations. Parce que là, vous avez vu le nom, là, c'est PPA Campus. Mais ce PPA Campus abrite plusieurs écoles. On a PPA Sport, on a PPA... enfin, je ne sais pas tous les noms parce que ce n'est pas ma partie, mais il y a plusieurs écoles à l'intérieur de ce bâtiment. Donc, c'est des formations parfois à 12 élèves, parfois à 25, parfois à 50. Parfois, on a un amphithéâtre qui est bondé avec 150 personnes. Donc, je ne peux pas vous donner un chiffre précis. On prévoit un capacitaire de 500 personnes, maximum à un instant T. Jamais on voit 500 personnes. Madame qui est à côté de l'IML, vous voyez des gens autour, mais vous ne voyez pas une masse d'étudiants. Quand on fait les exercices d'évacuation, c'est là où vous pouvez voir, on n'a jamais plus de 250-300 élèves, alors que le bâtiment actuel EIML Modart peut accueillir jusqu'à 1000 élèves. Donc si je vous dis 1000 élèves, tout le monde va lever les mains. Si je vous dis 200 élèves, je serai aussi dans le mensonge, parce que ce n'est pas un chiffre qui est exact au jour le jour. Donc on fait des espaces assez grands pour qu'ils soient à l'aise, pour ne pas qu'ils soient congestionnés. Et d'ailleurs, si on crée ces écoles, c'est pour décongestionner l'école qui est à côté, qui existe déjà. Voilà, ça j'ai répondu. La restauration, je crois qu'on en a parlé. Je ne peux pas faire grand-chose à part de mettre de plus en plus de distributeurs de boissons et pas seulement de snacking. On a mis, je vous l'ai dit au début, des machines Picard. C'est mieux que des bretzels à manger. Mais on ne fera jamais de restauration à l'intérieur de nos bâtiments. Oui, je voudrais dire un mot sur la restauration, parce que d'abord c'est l'heure de dîner, et en plus ça vous intéresse, vu les questions qui sont posées. C'est que d'une part, nous demandons à tous les établissements d'enseignement supérieur qui s'installent, que ce soit sur la dalle ou ailleurs, de prévoir des espaces intérieurs de restauration, comme ceux que vous venez d'indiquer, absolument, avec la proposition d'une vraie nourriture. Enfin, bon, il ne s'agit pas non plus de manger des plats cuisinés, mais enfin, des plats préparés, oui, bien sûr. Nous sommes souvent sollicités par des distributeurs, des opérateurs. Là, je vous ai dit Picard, c'est peut-être pas le mieux d'un point de vue diététique, mais il y a beaucoup de bio, du green, etc. Donc, on essaye aussi de... Après, on ne peut pas empêcher les étudiants d'aller à la boulangerie du coin. Mais alors, il y a quelque chose de beaucoup plus grave que ce que vous venez de dire. Quand vous parlez de la détérioration de ces commerces de bouche, si je peux dire. D'abord, les commerces de bouche disparaissent, les uns après les autres. C'est une catastrophe. Moi, je me souviens de la rue du Commerce où on avait 7 charcutiers. Maintenant, il n'y en a plus. Voilà. Il n'y a plus qu'un boucher et charcutier en face. Voilà, par exemple. La rue Saint-Charles, mais pareil, partout. Mais pour ce qui concerne la restauration, plus précisément, moi qui ai une vision de tout le 15e, je crois que ce sont les responsables de la restauration qui ferment leurs restaurants les uns après les autres pour les transformer en restaurants que je pourrais qualifier de malbouffe. Moi, je mène un combat dans le 15e de Vaugirard pour empêcher l'ouverture d'un Burger King à la place d'un restaurant. C'était autrefois la taverne alsacienne, peut-être que certains s'en souviennent, enfin bref. Donc c'est un Burger King. Je sais que ça vous a apporté beaucoup de nuisances, beaucoup de problèmes. J'ai discuté avec le président de l'Hachette. Il y a plusieurs centaines de restaurants et qui importent la marque Burger King en France. Et puis qu'il y en a d'autres, c'est au bureau, etc. Bref. Il me dit qu'un restaurant comme ça lui rapporte 3 fois plus que n'importe quel autre type de restauration. Donc forcément, c'est la multiplication des sandwicheries, de ce type de restaurants, des kebabs, etc. On voit bien ce qui se passe en ville. C'est que les restaurants de qualité qui proposent de la restauration traditionnelle comme on l'avait, disparaissent de plus en plus. Je vois il y avait des restaurants emblématiques comme le Père Claude, avenue de la Motte-Piquet, qui a fermé, été remplacé par une pizzeria immonde, que je ne vous conseille pas, là je fais de la publicité négative, mais il me dit, si vous me trouvez un petit restaurant beaucoup plus petit, parce qu'il a un certain âge et ça, je suis prêt à le reprendre. Bon, je vais trouver un restaurant, on a réussi à réinstaller le Père Claude, rue de la Convention, mais vous voyez, c'est un combat comme ça...
au coup par coup. Ce sont des restaurants qui disparaissent tous les uns après les autres et auxquels nous, j'allais dire Français en général, on est plus habitués qu'on verra, mais c'est un phénomène général dans tout Paris. Hein. On a d'ailleurs c'est sur Internet, je crois, la ville a publié un rapport sur le commerce dans Paris arrondissement par arrondissement qui est très très visible. C'est une étude qui est faite tous les 3-4 ans. C'est très intéressant. On voit la transformation de la commercialité dans les arrondissements. C'est pas très joyeux. Hein. Il y avait une autre question sur les travaux. C'est ça. Voilà, donc je laisse la parole à... Merci. Donc aujourd'hui, on est déjà, comme je vous disais, en travaux. Le gros des camions, c'est maintenant, parce qu'on a beaucoup de bennes, donc c'est ce qu'on appelle des rotations de bennes. Et ensuite, sur ce bâtiment-là, hormis quelques points, donc comme celui-ci, où effectivement il y a un problème de perspective, je vous le reconnais, parce qu'on ne touche pas du tout à la volumétrie. Et hormis quelques points, donc comme ici, où à un moment on a une façade à faire, mais qui est pas maçonnée, donc si vous voulez, c'est des travaux qui vont plutôt vite, qui font pas de bruit. Le reste, c'est de l'aménagement intérieur. Donc c'est du placo, si vous voulez, il n'y aura pas énormément de camions. Et de plus, on a ici un accès dont on peut se servir pour stocker du matériel. Donc c'est pas un chantier qui va être très qui va nécessiter beaucoup de camions. Voilà, on a. Oui. À l'intérieur. Le problème, c'est l'ensemble, c'est pas le Dans le micro, peut-être. Je sais. En fait, le problème, c'est pas le nombre de camions que vous allez importer, c'est le nombre de camions déjà en circulation dans la rue. Donc ça fait plus. À la fin, ça fait énorme. Oui, je suis d'accord, malheureusement. Je peux pas inventer, mais c'est vrai que nous, ces travaux-là démarreront quand ceux du pavillon se termineront. Voilà. Donc, sincèrement, croyez-moi, on n'est pas du tout dans le même type de travaux. Là, on n'est que dans de l'aménagement. Donc, on a des sols souples, c'est des rouleaux de sol souples, des plaques de plâtre, voilà, des luminaires. On n'a pas des camions qui vont arriver tous les jours. Voilà. Très bien. Merci. Alors, on va passer donc au deuxième sujet, donc la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le quartier. Donc, nous avons avec nous les intervenants, donc le commissaire Omar Merchi, donc du commissaire central du 15e arrondissement, le major Laurence Duval et monsieur Anthony Samama, adjoint au maire chargé de la sécurité. Et donc, la parole est à... Merci, bonsoir à tous. Je suis en charge du commissariat du 15e arrondissement depuis le 4 mars dernier et je suis accompagné de ma chef de la cellule d'écoute et de traitement des doléances du 15e arrondissement, la major Laurence Duval, qui est chargée de capter toutes les informations en provenance de la population, donc vos signalements que vous adressez essentiellement par mail. La carte de visite est présente sur la table, on vous la repartagera. Écoute 15@intérieur.gouv.fr. Avant de vous faire un focus sur la situation sur le trafic de stupéfiants sur Beaugrenelle, juste quelques mots avant de la délinquance générale sur votre quartier. Au cours de l'année 2023, elle a augmenté de 4%, la délinquance générale sur votre quartier. Mais toutefois, par rapport au reste de l'arrondissement, ça reste contenu. Donc on a une baisse dans l'ensemble de l'arrondissement, ça augmente légèrement chez vous, mais ça reste tout de même contenu. Les sujets les plus importants, vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est le stupéfiant, mais aussi et surtout les rixes entre les quartiers Beaugrenelle et Ballard. Depuis le début de l'année, il y a eu 4 phénomènes de rixes. Un seul s'est produit sur Beaugrenelle, 3 sur Ballard, mais à chaque fois avec des gens blessés, des jeunes blessés, et puis de nombreuses opérations de police qui visent à prévenir ces actes de délinquance. Donc nous sommes très présents, notamment la nuit, sur la dalle Beaugrenelle.
Nous pouvons nous appuyer sur 18 caméras sur votre secteur. C'est un quart des caméras installées sur le 15e arrondissement. Il y a eu un effort important sur la dalle Beaugrenelle, et je crois que monsieur le maire y est pour quelque chose. Ça doit continuer. Il y a encore quelques zones non couvertes, mais voilà, comparativement au reste de l'arrondissement, vous êtes très bien doté. Et évidemment, nous nous en servons en permanence. L'une des affaires de Rix a pu être élucidée parce que les gens sont passés sous la caméra et nous avons pu les identifier. À présent, sur le trafic de stupéfiants, lorsque vous signalez via la CETD des phénomènes de stupéfiants, là aussi, c'est le même mécanisme à chaque fois. En réunion de commandement, le matin, la Majeure Duval nous parle de ces signalements. Je vois avec mon chef du service d'investigation et mon chef de la voie publique, et nous préparons des opérations pour traiter vos signalements. Sur l'activité réalisée depuis le début de l'année, en matière de stupéfiants, nous avons procédé à 14 arrestations. La plus importante, ce n'est pas une affaire importante de trafic de stupéfiants, mais c'est ce qu'on appelle les Uber Sheets, les livreurs de drogue. Et de mémoire, c'était une affaire avec 25 grammes de résine de cannabis et puis autant d'herbes conditionnées en petits sachets et donc destinées à la vente. Donc c'était un livreur qui venait sur le secteur-là. Alors soit il venait, soit il partait d'ici. On n'a pas pu le déterminer, voilà. Mais c'était l'affaire la plus notable, ce qui reste insuffisant. Voilà. Notre action la plus importante, c'est vis-à-vis des usagers qui se rassemblent et qui consomment et qui causent des nuisances. Là, nous avons procédé à 9 verbalisations. Donc ce sont les amendes forfaitaires délictuelles. Vous savez, précédemment, nous faisions des interpellations, des placements en garde à vue, la rédaction de nombreux PV pour obtenir un résultat peut-être insuffisant. Aujourd'hui, voilà, une amende forfaitaire délictuelle, c'est 300 € et le consommateur est puni. Ensuite, il y a peut-être un dispositif que vous connaissez peut-être peu et dont je dois vous parler. C'est les cellules de recueil du renseignement opérationnel sur les stupéfiants. Ce sont les CROSS. Les CROSS, elles sont pilotées par l'OFAST, l'Office de lutte contre le trafic de stupéfiants. Et ces CROSS, donc cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, donc pilotées par la police judiciaire, sont chargés de recueillir tous les renseignements issus des signalements faits par la population sur une plateforme accessible à tous depuis masécuritéintérieure.gouv.fr, masécurité.intérieure.gouv.fr. Et à cet endroit-là, vous pouvez décrire par le détail, le menu, ce que vous voyez depuis votre fenêtre, ce que vous connaissez, ce qu'on vous a rapporté. Et ces signalements-là arrivent donc à cette fameuse CROSS, donc celle de Paris, qui est pilotée par la brigade des stupéfiants de la police judiciaire de Paris. Ensuite, la police judiciaire décide si le signalement mérite d'être traité par la police judiciaire, et si elle ne le prend pas, c'est nous qui allons traiter ces signalements. Depuis le début de l'année, nous avons en moyenne 1 à 2 signalements par semaine sur le 15e arrondissement. Je suis là depuis presque 3 mois, je n'en ai pas vu pour votre secteur. Donc c'est une invitation évidemment à le faire, bien sûr. Je vous raconte quand même exactement comment ça se passe. Je vous donne un exemple. Alors évidemment, je l'ai un petit peu anonymisé, mais vraiment à dessein, je voulais que ça soit très concret pour que ça vous parle très précisément. J'aimerais signaler un trafic de stupéfiants, de cannabis et de cocaïne. C'est un bar tabac PMU, à l'angle de la rue un tel. J'ai le nom et le prénom du vendeur. Ça va bientôt faire 3 ans qu'il vend de la drogue sans jamais être inquiété. Et voilà. Et il continue, il donne des détails, il donne un nom, etc. Voilà une information exploitable. D'ailleurs, elle est tellement bien exploitable que c'est la police judiciaire qui l'a gardée et qui le traite. Voilà. Mais on se partage ces informations-là, et c'est vraiment du très concret.
J'ai vécu la naissance de cette plateforme-là de signalement des stupéfiants lorsque j'étais à d'autres postes. Et c'est vraiment un outil extraordinaire. C'est vous qui connaissez votre territoire mieux que quiconque. C'est vous qui savez ce qui s'y passe. Et vous pouvez signaler anonymement, bien sûr, pour vous protéger. Mais de toute façon, dans tous les cas, même si ce n'était pas anonyme, il va de soi qu'on ne révèle pas votre identité dans une procédure judiciaire. Voilà, donc je fais un petit appel ce soir à vous. C'est le constat que nous faisons beaucoup d'interventions. Depuis le début de l'année, nous avons réalisé plus de 400 interventions sur votre secteur, 437 précisément, 362 personnes contrôlées, les fameux contrôles d'identité, et en bout de chaîne, un résultat pas satisfaisant. Voilà, quand on fait 14 arrestations sur ce nombre-là d'opérations sur votre secteur, alors qu'il y a de la drogue, voilà, c'est pas satisfaisant. C'est pour ça que je souhaiterais que nous progressions de façon qualitative, et avec des informations de votre part. Je passe la parole à la Major Duval, qui peut vous dire peut-être 2 mots sur sa cellule, même si certaines d'entre vous connaissent bien sûr Madame Duval, qui est depuis 25 ans sur l'arrondissement. Bonjour, donc je suis la Major Duval, je m'occupe de la cellule d'écoute et de traitement des doléances sur l'insécurité. Pour faire simple, je récolte toutes les informations que vous pouvez avoir. On les exploite, c'est-à-dire qu'aucun message ne restera sans réponse. On répond aux mails, on répond au téléphone, on exploite les informations et on fait un retour à nos requérants de doléances à peu près toutes les 3 ou 4 semaines pour faire un point avec eux. Ça nous permet de savoir si on est au bon créneau, est-ce que la délinquance a bougé, est-ce que c'est toujours le même créneau horaire, et on se recadre en fonction de ce qui nous est dit. On ne remplace pas le 17. Le 17, c'est primordial pour pouvoir nous contacter pour un flagrant délit, quelque chose qui est en cours, mais nous, on récolte l'information sur quelque chose qui est déjà un peu plus installé, ou qui est récent, mais que vous n'avez pas vu depuis quelques jours, et puis vous dites, tiens, j'ai vu ça, ça peut être intéressant. Envoyez ça à l'adresse, je vous laisserai les petites cartes ici, ça nous permet, nous, d'exploiter, de remonter, et dénonciation de faits, réaction immédiate des services de police. Voilà. Donc l'appel 17, des fois vous pouvez avoir des petites difficultés à les joindre. C'est une plateforme qui sélectionne les appels, qui retransfère à un autre. Mais insistez, puisque pour nous, votre appel nous aide vraiment à intervenir au bon moment et au bon créneau. D'accord ? Si nous n'avons pas de véhicule de disponible à un certain moment, on vous le dira et on rappellera pour réintervenir un petit peu plus tard. Mais on ne laissera pas tomber. Voilà. Moi, je vous invite à nous écrire, à nous donner des bonnes informations, sans vous mettre en difficulté, des plaques d'immatriculation de véhicules, des comportements, des adresses, des caves squattées, des sachets de stupéfiants trouvés vides sur le sol, etc. On prend l'information. Voilà. Pouvez-vous répéter l'adresse, s'il vous plaît ? MaSécurité. Oui, masécurité.intérieur.gouv.fr. Mais si dans votre moteur de recherche, vous inscrivez « signaler un trafic de drogue », vous aurez ce résultat-là en première ligne même. Oui. Je vais juste passer la parole à Monsieur Samama qui va compléter. Merci beaucoup. Juste quelques mots effectivement complémentaires par rapport à ce que vient de dire le commissaire central. D'abord sur l'effort qui est fait dans votre quartier, je crois qu'il est notable, vous le savez, vous suivez cette situation de près, c'est un des quartiers sur lesquels on est amené à intervenir le plus, que ce soit la police municipale comme la police nationale. Sur la police municipale, il y a eu plus de 250 opérations qui ont été menées, soit seules, soit de concert avec la police nationale dans votre quartier depuis le début de l'année. Sur les caméras également, vous êtes déjà relativement bien couverts par rapport à d'autres quartiers. Néanmoins, le maire a souhaité continuer à prolonger cet effort. Et sur les 6 caméras, sur les 6 endroits vidéosurveillés que la ville nous a accordés dans le cadre de cette mandature, entre 2020 et 2026, il y en a 2, un tiers, qui sont peu ou prou dans votre quartier. Il y en a une première caméra, un premier mât de 5 caméras qui se trouve devant Guillaume Apollinaire, qui sera installé juste après les Jeux Olympiques,
Il y en a un deuxième qui a été installé il y a quelques semaines désormais à l'angle des rues de Lourmel et des rues du Théâtre, qui était un des gros trous dans la raquette qu'avait identifié le commissariat de police avec les services de la police municipale. Et donc on continue à effectivement mailler le plus possible le territoire, et notamment dans votre quartier. Donc l'effort se poursuit. Ensuite, un mot peut-être sur un autre phénomène parallèlement à celui des jeunes et de la délinquance que vous connaissez au quotidien, qui est venu émailler aussi l'actualité de votre quartier ces derniers temps. C'est la présence de MNA, de mineurs non accompagnés, qui ont élu domicile il y a quelques mois désormais sur votre quartier, notamment autour de la place Brazzaville et de la rue Ameriot. C'est une action de tous les instants qu'on a réussi à mener avec le maire, et sur la dalle aussi, qui a été menée avec beaucoup de détermination par le maire Philippe Goujon, pour effectivement les chasser de l'arrondissement. Le phénomène des mineurs non accompagnés dépasse largement la problématique du 15e arrondissement. Ils ont élu domicile dans plusieurs endroits du 15e arrondissement depuis le début de cette mandature. Ça a été à Sèvres-le-Courbe, puis il y a eu d'autres endroits plus proches de la Tour Eiffel, et désormais, enfin il y a quelques mois désormais, autour de chez vous. Il y a eu une action qui a été, je crois, honnêtement inédite en termes d'efforts de la part de la police nationale et municipale pour pouvoir les chasser, pour pouvoir intervenir et les présenter devant l'autorité judiciaire. On a réussi à mettre autour de la table aussi bien les services de police que les services des bailleurs sociaux, qui ont effectivement consenti à un effort supplémentaire en faisant appel à des gardiens privés qu'ils ont payés spécifiquement pour ne pas qu'ils puissent se réinstaller ici, pour surveiller un certain nombre d'accès. Je pense à des accès dans des parkings notamment sur lesquels ils avaient élu domicile, rue Ameriot. Je pense à la tour de chauffage aussi, qui avait été un des points sur lesquels ils s'étaient fixés, ou certains parcs autour de chez vous. On a réussi à les chasser. Ça ne veut pas dire que l'effort est fini et qu'il faut crier victoire. Les résultats sont toujours fragiles en termes de délinquance. Néanmoins, on a réussi, je crois, à pouvoir les chasser de votre quartier, et c'est effectivement une grande réussite, dans la mesure où à partir du moment où ils élisent domicile dans un des lieux, forcément tout autour ils commettent un certain nombre de méfaits, dont des cambriolages de commerce la plupart du temps, qui sont très préjudiciables. Donc ça aussi c'est un autre succès que je voulais porter à votre connaissance. Et ensuite sur l'urbanisme, avec ce qu'on peut appeler les travaux de prévention situationnelle, comment on peut envisager d'améliorer cette dalle-là pour diminuer la délinquance. Le maire se bat dans votre quartier comme ailleurs pour justement casser ces dalles qui ont été construites dans les années 70. C'est en cours d'être réalisé dans un autre quartier, dans le 15e arrondissement, autour de Falguière. C'est le cas chez vous, à Beaugrenelle, où le problème est identifié. Et ces dalles-là, qui est effectivement cet urbanisme sur dalles qui ne correspond absolument pas aux besoins des habitants et qui est un point de fixation pour des délinquants qui peuvent ensuite fuir la police facilement. Suite à l'affaire Youri, dont vous vous en souvenez, j'en suis convaincu, il y avait eu un certain nombre de mesures qui avaient été déployées pour justement mettre fin au phénomène de rixes et aux problématiques de délinquance, et notamment un aménagement de la dalle avec la fermeture de plusieurs accès pour éviter cet effet gruyère où les jeunes fuient la police avec énormément d'accès qui leur facilite la vie, et l'éclairage, le renforcement d'éclairage aussi, qui en passe d'être réalisé. Donc il y avait eu un audit, on avait eu l'occasion de se rendre sur place avec le maire de nuit, notamment pour voir les problématiques auxquelles vous étiez confrontés la nuit. C'est là où les problématiques sont les plus criantes, et c'est aussi un autre champ d'action sur lequel nous avançons pour essayer, en plus des interventions de police, apporter une réponse structurelle, durable dans votre quartier avec ces travaux de réaménagement urbain. Alors, des questions ? Monsieur. Est-ce qu'il y a des questions dans... Oui. Excusez-moi, je suis un peu bavarde ce soir. Ça m'inspire tout ça. J'en viens à vous évoquer le phénomène des rixes. C'est pas nouveau dans le quartier, le phénomène des rixes. Peut-être que c'est aussi vieux que la guerre des boutons, je sais pas. Enfin bref. Mais en tout cas, c'est absolument pas nouveau. Moi, j'ai souvenir d'une époque particulièrement au collège Guillaume Apollinaire, où il y avait une équipe d'encadrement qui était
particulièrement efficace pour agir en amont, pour vraiment travailler auprès des jeunes collégiens dans la cour du collège, etc. Écouter, entendre ce qu'ils disent, comprendre les comportements et désamorcer avant qu'ils ne se produisent ces envies de bagarre avec le quartier voisin. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe d'encadrement à Guillaume Apollinaire a changé. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous êtes toujours en lien avec cette équipe? Qu'est-ce que l'on peut faire en termes de prévention? Parce que la répression, c'est bien, mais le mal est déjà fait. Et donc, la prévention est quand même certainement bien plus intéressante. Et vient de là le problème aussi du nombre de personnes adultes qui encadrent ces enfants. Effectivement, lorsque l'on n'a plus que 2 surveillants dans une cour d'école avec 500 collégiens, c'est bien plus difficile de capter ce qui peut se passer dans cette cour qu'à une époque où il y avait peut-être 4 surveillants dans la cour, quoi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. J'ai une question sur le fait et l'hygiène qu'on peut retrouver sur la dalle. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre toutes les déjections canines que je trouve des fois un petit peu nombreuses sur la dalle, juste après le passage du Karcher par notre gestionnaire de propreté sur la dalle. Je voudrais savoir quels sont les chiffres pas répression, mais comment est-ce qu'on peut éviter que les propriétaires de chiens viennent faire leurs besoins sur la dalle ou même sur les espaces verts. Qui font leurs besoins, oui, pardon, c'est pas les propriétaires, les chiens. Mais j'ai l'impression que des fois la dalle est utilisée comme litière pour chiens, surtout le matin. C'est assez particulier parce qu'en ce moment il y a beaucoup de nettoyage au Karcher et juste après le nettoyage au Karcher, malheureusement, c'est encore une fois sale. Et c'est je le remarque de plus en plus. Voilà. Merci. Une troisième question? Oui, monsieur. Oui, m'excusez, je n'étais pas prêt à intervenir, mais comme j'ai moi-même un chien, mais que je fais attention et que c'est une question de moralité, la dalle, il y a un seul point où l'on peut se procurer des petits sacs à crottes. Et j'ai l'occasion de voir dans d'autres villes, plutôt qu'un rejet des chiens, une dispersion judicieuse de points où on peut s'en ramasser. Je trouve que à la base, c'est un problème de décence vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la dalle, vis-à-vis des gens qui vivent. Moi, je l'ai, et enfin, je ne suis pas seul, mon épouse aussi, et je sais qu'effectivement, sur la dalle, il y a des gens qui s'en foutent complètement et qui, finalement, vont, quand ils habitent peut-être même dans une tour, vont plutôt aller à la tour d'à côté pour aller souiller les buissons, donc c'est pas grave pour les jardiniers, etc. Et je trouve que, comme ça existe, excusez-moi, monsieur le maire, c'est une demande que je fais pour les quartiers, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu plus à Paris, voire Madame Hidalgo n'aime pas tellement non plus les chiens, mais enfin, en tout cas, elle pourrait s'investir là-dedans après les JO, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des lieux avec des sacs à chiens? Il y a certaines villes qui font des partenariats privés-publics, et on résoudrait pour autant que les gens gardent un certain niveau de moralité. Alors, on va commencer par répondre aux questions. Oui, je vous vois. On va commencer par répondre aux questions donc, sur le problème de risque. Concernant spécifiquement le collège Guillaume Apollinaire, qui est sur votre quartier, en début d'année, une affaire de racket qui a été élucidée. Le mode opératoire varie, mais très souvent, les auteurs prétextent, donc la victime c'est un collégien de Guillaume Apollinaire, prétexte une dette de stupéfiants, une pseudo-dette de stupéfiants, ou d'avoir dénoncé justement dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, ou un autre prétexte. Voilà, très souvent, on invente un prétexte et puis on violente l'élève. Voilà. Je vois très bien de quoi vous parlez. L'encadrement, c'était mon ancien métier avant d'être policier. Je travaillais dans les lycées et collèges. Effectivement, la présence importante d'adultes permet de prévenir les risques, il n'y a aucun doute là-dessus.
En tout cas, comment fonctionne le commissariat du 15e arrondissement dans les échanges avec les établissements scolaires. Tous les établissements scolaires qui sont localisés sur des secteurs à risque font l'objet d'interventions de policiers spécialisés du commissariat, la mission de prévention de communication, qui se déplace et fait des interventions de prévention avec des messages sur les risques, donne des informations sur les comportements à avoir, et puis rappelle tout simplement aux enseignants et au personnel éducatif voilà, comment détecter la personne qui se renferme, voilà, qui est isolée, qui devient un peu le souffre-douleur d'une personne. Mais tout ça, ce sont des interventions voilà, à la fois sur les RICS, à la fois sur les mortiers, mais aussi sur le harcèlement en milieu scolaire. Voilà. Donc j'ai 4 policiers qui font ça voilà, à plein temps et qui tournent dans tous les établissements et évidemment prioritairement dans les établissements où il y a eu des faits de RICS. Et c'est le cas ici, mais aussi à Ballard. Madame Roll, donc collège Guillaume Apollinaire. Alors, je me présente, Madame Roll, principale du collège Guillaume Apollinaire. Donc, nous arrivons cette année, c'est vrai, une équipe nouvelle, composée en majorité de femmes, puisque la principale adjointe et la directrice de SECPA sont aussi des femmes. Un homme, secrétaire général, ancienne appellation gestionnaire d'établissement. Alors, il est vrai que l'affaire Youri nous fait beaucoup de tort, puisque c'est une histoire qui s'est passée il y a bien longtemps, et on en paye encore les conséquences. J'aimerais vous inviter à venir dans l'établissement. Il n'y a pas 2 surveillants dans la cour, il y a 7 surveillants qui sont recrutés dans l'établissement, plus une assistante de prévention et de sécurité, qui n'est pas une AED, mais qui est aussi assistante de prévention et de sécurité. Nous sommes devant l'établissement en tant que personnel de direction. Nous sommes devant l'établissement le matin, à toutes les grandes sorties, et le soir. Dès qu'il y a un souci, nous faisons appel au service de police. Nous faisons des remontées obligatoires au niveau du rectorat et de la mission de prévention. Nous n'avons jamais autant déclaré de problèmes depuis que je suis arrivée. Les choses se passent autour du collège, on a envie de dire, autour du collège, mais les choses ne se passent pas à l'intérieur du collège. Mais il se trouve qu'avec l'affaire Youri, eh bien, tout ce qui se passe autour du collège, pour les gens qui ne connaissent pas trop, ça se passe à l'intérieur du collège. J'aimerais vous inviter à venir au collège et voir ce qui se passe à l'intérieur du collège. Monsieur le maire est venu nous visiter. Il a eu l'occasion de venir nous visiter et les choses se passent correctement dans le collège. Je ne dis pas que tout est rose, parce que si on fait des signalements, c'est qu'il y a aussi des problèmes dans l'établissement de quelque nature que ce soit, mais nous faisons les remontées et nous ne nous cachons pas. Voilà. Alors bien sûr, l'ancienne direction était très active parce que le collège arrivait jusqu'au Monoprix, voire jusqu'à sur la dalle Beaugrenelle, mais nous nous contournons à ce qu'on nous demande, le collège et ses abords. Et c'est déjà pas mal. Mais nous avons des adultes dans l'établissement qui encadrent les élèves. Notre objectif, c'est de bien les encadrer pour les mener à la réussite. Voilà. Je peux dire un mot pour compléter ce qu'a dit excellemment Madame Roll, et je la félicite de son action. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé aussi la décision de sécuriser l'établissement continu. D'ailleurs, sa prédécesseur était la référente sécurité pour tous les collèges du 15e, d'ailleurs. Et nous avons traversé ensemble l'affaire Youri, hélas, qui a porté, c'est vrai, un tort considérable à l'établissement, mais qui résulte d'affrontements, comme on le disait à l'instant, d'affrontements entre bandes, qui, du coup, ont fait l'objet d'un plan décidé par la mairie de Paris, la préfecture de police et le parquet, pour essayer de résorber ces phénomènes qui sont assez perturbants. D'ailleurs, vous les avez cités, monsieur le commissaire, je crois 4 sur le secteur. J'ai demandé que le 15e, voilà quelques années, soit intégré dans le groupement local de traitement de la délinquance des bandes,
c'est un groupe qui se réunit plusieurs fois par an, sous l'autorité de la procureure de la République et avec la préfecture de police, les services sociaux, l'éducation nationale, la mairie de Paris, le arrondissement, de façon à traiter ces phénomènes de bande. C'est fait de façon très précise, très opérationnelle, avec quasiment des fiches signalétiques pour chacun des jeunes qui sont identifiés. Et nous les connaissons tous quasiment, ceux qui font partie de ces bandes. Malheureusement, il y a une recrudescence de la violence, c'est par des jeunes de plus en plus jeunes. C'est le sujet. On a des jeunes de 11 ans, 10 ans, 12 ans qui se battent maintenant à coups de couteau, à coups de barre de fer, etc. Et qui sont... Alors, on a créé une sorte de boucle d'information, Alertrix, qui nous permet, avec les différents partenaires, c'est-à-dire les éducateurs spécialisés, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'ils existent aussi, et puis surtout d'ailleurs, dans ce secteur, pas que, mais dans ce secteur en relation notamment avec Apollinaire Haute, les éducateurs spécialisés, les associations qui s'occupent des jeunes, la police, nous-mêmes, etc., de façon à pouvoir alerter l'ensemble des partenaires dès qu'il y a des signaux faibles pour pouvoir déclencher aussitôt une opération. Alors, ça peut être des éducateurs, ça peut être la police municipale ou nationale en fonction de l'événement qui est dans l'air. Et deuxièmement, nous avons aussi une structure qui traite individuellement chacun des cas de ces jeunes, quand on a la possibilité de le faire, qui s'appelle la Cénomède, cellule d'écoute nominative des mineurs en difficulté, qui là aussi siège à la mairie du 15e, avec toujours les mêmes, à la justice, la police, le rectorat, les services sociaux, etc., de façon à pouvoir étudier le cas de chacun des jeunes qui nous est remonté par les établissements scolaires, en décrochage scolaire ou autre, ou en problématique de violence et autres, et qui doit faire l'objet d'un traitement adapté, personnalisé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a du succès en tout, mais par exemple, cette Cénomède va se réunir prochainement à la mairie du 15e, et avec 44 cas de jeunes qui vont être étudiés, ce qui est assez considérable d'ailleurs, hein, dans cette structure. Donc, vous voyez, on ne se contente pas de faire des rondes de police dans la rue, ça va très très loin pour essayer de réinsérer ces jeunes, parce que c'est le sujet hein, quand même. Alors évidemment, il y a le problème de la justice des mineurs, mais je ne vais pas m'embarquer dans cette discussion pour savoir si la justice est trop, pas assez répressive, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, d'autant plus que le parquet peut requérir des peines, encore qu'à un certain âge, c'est plus compliqué, au-dessous d'un certain âge, mais le tribunal ne suit pas forcément non plus. Donc on a pas mal de difficultés. On a aussi, par exemple, ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais des interdictions de paraître sur la dalle. Il y a des jeunes qui ont été frappés de différentes mesures alternatives aux peines, etc., comme interdiction de paraître. Et s'ils sont interpellés sur la dalle, évidemment, il y a une sanction plus importante qui tombe. C'est vrai que j'ai fait installer des caméras voilà quelques années sur cette dalle. C'est vrai, je avoue qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Je pense qu'il faudrait 3-4 fois plus de caméras dans le 15e et dans Paris d'ailleurs de façon générale pour assurer un maillage complet. Mais nous avons, comme le disait mon adjoint, après l'affaire Youri d'ailleurs réalisé avec la SEM Paris-Seine notamment, la préfecture de police, la police municipale, etc., un audit de la dalle pour identifier les points difficiles en matière de sécurité. Il y a quelques mesures, vous avez pu le voir peut-être, qui ont été prises concernant un petit peu d'éclairage nouveau, quelques fermetures de sites, la passerelle, etc. Enfin bref, sur la rue Muriot. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres mesures à prendre dont nous attendons les financements. Moi, je suis partisan aussi, par exemple, c'est une demande que je fais à la Saint-Paris-Seine, de patrouille avec maître chien d'ailleurs sur la dalle. Moi, j'étais président de la SEM 15 quand ça s'appelait comme ça il y a quelques années. J'avais institué des patrouilles de maître chien dans les parkings et surtout sur la dalle, ce qui est assez dissuasif quand même, parce que c'est vrai, on a quelques points d'abcès de fixation avec des jeunes mineurs isolés ou quelques points de trafic, comme ça a été dit, sur la dalle, qui est pratique. Les dalles sont criminogènes par nature, parce qu'elles sont à l'écart de la ville, elles ne sont pas au milieu de la circulation, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Bon, sous la dalle, on a les SDF, et au-dessus de la dalle, on a les trafics de drogue. Donc c'est voilà. Mais ça, c'est l'urbanisme des dalles, hein, je suis désolé. Et on ne va pas détruire la dalle, enfin pas tout de suite, ce sera pour ma prochaine mandature. Mais donc, en tout cas, on essaye de résoudre ces problèmes qui sont compliqués, parce que c'est aussi consubstantiel à l'urbanisme sur dalle.
Pour parler d'un autre sujet qui sont les sacs à crottes, mais bien sûr, mais vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, il y a quelques années, un de mes adjoints sur un secteur, sur un conseil de quartier, avait installé, c'est le quartier Citroën, hein, des sacs sur des petits mâts. Il faut dire que la ville n'en veut pas. La ville les refuse. La ville les a fait enlever partout où il y en avait, la ville de Paris. Hein. Et d'ailleurs, pas plus qu'au dernier conseil de Paris, la semaine dernière, d'ailleurs, nous avons encore eu ce débat sur les sacs, puisque un certain nombre d'entre nous demandions des sacs en plastique. La ville refuse ce principe, considérant que c'est au maître d'être éduqué, d'éduquer son chien, et que les sacs, d'abord, c'est du plastique, donc le plastique, c'est criminel, je veux dire, le plastique, de nos jours, voilà, la ville ne veut pas de plastique. Deuxièmement, considérant que les gens aussi tirent des sacs en plastique par kilomètre, enfin bref. Enfin, en tout cas, la ville ne veut pas. C'est vrai que ça existe dans d'autres villes. Moi, je pense qu'il en faudrait sur certains endroits. En tout cas, ce que nous essayons de faire, c'est de multiplier, de développer les caniparks et les espaces canins de façon à ce que les maîtres aient pas trop loin de chez eux des espaces. Mais c'est pas facile parce qu'on en a fait un pas loin du parc Citroën récemment. J'ai 50% de la population qui est pour, notamment les maîtres chiens, et 50% qui est contre les gens qui habitent autour, quoi. Quand c'est trop près des habitations, mais on est en ville. Moi, je peux pas faire installer des parcs canins à 3 km des habitations, ça n'existe pas. Donc il y a le sujet. Et puis on a des espaces canins, mais c'est vrai que d'ailleurs on en a fait un donc près du Pic de Barrette, la rue du Pic de Barrette. Qui est un grand espace canin qui pose des problèmes pour les gens qui habitent à côté parce qu'ils entendent des aboiements le matin, etc. Et un autre qui est en cours de réalisation, d'ailleurs, enfin c'est pas dans le même quartier, c'est le square Platon, rue Falguière. Voilà, ça. Et puis on en a un autre aussi dans le parc Brassens, une allée aux chiens, si je peux dire, enfin tout le long du parc. Mais on essaie, maintenant c'est une politique que nous essayons de mener pour rattraper le retard en créant ce type de site. Une question de mentalité vis-à-vis de tout le monde. Et bon, en tout cas pour la dalle, le lieu existe, 1,50 m, et il n'y a pas de sac. Mais bon, je trouve que la notion de partenariat privé-public, ça existe par ailleurs, n'est pas une mauvaise idée, c'est valorisant, mais après il y a une question de dispersion judicieuse pour ne pas emmerder par les bruits. Mais c'est la solution propre et décente pour satisfaire, je pense, le plus grand nombre. Puis avoir un chien, c'est quand même pas litigieux et à reprocher. Je pense qu'en France, on est bien placé pour être propriétaire de chiens. C'est du vécu. Alors, oui. Pardon. Je vais passer la parole à monsieur le commissaire. Oui, monsieur, je ne vous ai pas répondu concernant les déjections canines du matin. Donc c'est une compétence reprise par la police municipale, mais vous pouvez signaler sur DMR, dans ma rue. Oui. Voilà, et la police municipale se déplace rapidement sur DMR, l'application dans ma rue. Monsieur le maire, j'aimerais une petite précision. Je crois que monsieur Samama a parlé d'installation de caméras devant Guillaume Apollinaire. Pour quelle période, s'il vous plaît? Parce que vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est une caméra pérenne. Oui. C'est pérenne. Oui, mais c'est pour quelle période vous allez installer À partir de quand on l'installe? Oui. Alors, la ville a distingué 2 périodes sur l'installation, donc c'est pas dans notre main, c'est entre les mains de la ville. Une phase pré-JO et une phase post-JO, donc 2020, 2024, 2024, 2026. La seule information qu'on a sur cette caméra, c'est qu'elle fera partie de la 2e salve, entre 2024 et 2026. Vous dire précisément si ce sera fin 2024, 2025, début 2026, c'est pas entre mes mains. D'accord. Merci beaucoup. Alors, donc, Madame Terroir, Monsieur Val. Alors, Madame Terroir, allez-y. Non, je voulais dire que pour l'affaire Youri, qui est relativement récente, parce que c'est 2021, il y a eu des condamnations très importantes.
Il faut pas. Il y a eu des jugements importants. Et moi, quand je suis allée porter plainte après mon agression, le commissaire de police de la rue Linois m'a dit « Madame, il ne faut pas prendre la dalle à n'importe quelle heure, puisque mon agression avait eu lieu un dimanche à 13h. Passer par le bas. La dalle. Sous la dalle. Je sais pas, voilà. Alors, je pose le problème parce que c'est dégoûtant sous la dalle. C'est la rue Robert de Flers, c'est catastrophique. Ça fait partie, je sais pas de qui. À qui. Non, mais alors qui ça attendez, moi je vous concerne. dis une chose, tout de go. La sous-dalle a été conçue pour la circulation automobile, les livraisons, les stationnements de voitures. C'était l'urbanisme qu'on appelait le mouvement d'urbanisme moderne de l'époque, le Corbusier, etc. Sous la dalle, c'est les servitudes, donc c'est dégoûtant, etc., mais c'est des servitudes. Et puis au-dessus de la dalle, les gens se promènent, etc. Donc c'était ça, cette conception. Maintenant, moi, on me demande de faire la sous-dalle comme si ça devait être les Champs-Élysées. Excusez-moi, non, je caricature un peu, mais ce n'est pas possible. On a rénové l'éclairage, ça a coûté très cher, mais ça donne un résultat, c'est de la sous-dalle. Ben oui, mais ça a coûté 500 000 €, la rénovation de l'éclairage qu'on a installé. On a refait aussi les trottoirs à certains endroits, notamment ceux que vous indiquez, parce que il y avait des problèmes dans les carrefours, les intersections, etc. Là, on va refaire la place de Brazzaville à la sortie de la dalle, qui a été demandée par la population. Donc, on ne fera jamais de la sous-dalle un espace de promenade. C'est les servitudes, c'est les sorties de secours, c'est les sorties de poubelles, c'est les sorties de livraison. Alors maintenant, effectivement, beaucoup de syndics de Tours nous ont demandé d'installer des entrées d'immeubles à la sous-dalle. Ce n'était pas prévu. On le fait parce que les gens veulent marcher dans la rue, ce que je comprends. C'est comme ça, en France, les gens veulent marcher dans la rue. La dalle, ça ne fonctionne pas. Et on essaie d'améliorer les choses. En plus, évidemment, c'est l'aubaine pour les SDF, parce qu'ils n'auront pas la pluie sur eux. Donc, voilà, il y en a qui s'installent tranquillement sur des canapés, etc. Les livreurs Uber Eats, Deliveroo. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est une grosse problématique, la sous-dalle. Mais on essaie de multiplier les passages de propreté, etc. Ça incite les gens à jeter, à la saleté, au mauvais comportement. Les poubelles. Je sais bien. Ok. Mais bon, voilà. Excusez-moi. Une dernière question. Oui, monsieur le commissaire, on a vu réapparaître dans l'arrondissement des policiers à vélo. Ce qui me paraît très intéressant pour la visibilité de la police, parce que c'est très important de la voir à l'œuvre. Est-ce que vous allez poursuivre ces actions et augmenter ce type d'action ? Je vous rassure tous, donc cette unité est pérenne. Il y a 8 policiers qui sont dans cette brigade qu'on appelle les tangos entre nous, donc la brigade VTT, dirigée par un major de police. C'est une unité qui est très très efficace, qui circule en voiture lorsque le temps est vraiment très dégradé. Donc peut-être que vous avez pu moins les voir ces derniers temps parce que le temps n'était pas au beau fixe, mais bien sûr, cette unité fonctionne en VTT toute l'année. Voilà. Vraiment, à des rares exceptions près, ils sont en voiture. Voilà. Et c'est une unité qui est très très efficace, notamment contre les vols à la tire, les ventes à la sauvette, voilà. Et ils se déplacent très très vite sur l'arrondissement. Il restait une question. Je peux juste préciser également que c'est le cas sur la police municipale. Et effectivement, on a reçu des nouveaux VTT pour les policiers municipaux qui sont électriques, qui sont de meilleure facture. Et l'objectif et ce que demande le maire aux effectifs de police municipale de l'arrondissement, c'est de poser le pied à terre, c'est d'être le plus possible dans l'arrondissement à pied, au contact des habitants, au contact des commerçants, au contact des gardiens, de faire ce qu'il y avait auparavant avec ce qu'on pouvait appeler la police de proximité et de recréer cette police de proximité à l'échelle micro-locale. Donc c'est l'objectif de la police municipale et vous allez les voir de plus en plus également à vélo. Merci. Alors une dernière question là-haut et après on va conclure. Un peu futile, c'était simplement pour rebondir un peu sur les déjections canines. Il me semble que c'est à Strasbourg, il y a un arrêté municipal comme quoi tout propriétaire de chien peut être contrôlé et doit avoir 2 sacs en plastique sur lui. Et voilà, c'était simplement une remarque et qu'on a un chien, ça fait partie un petit peu de l'équipement de son chien. Voilà, ça a réglé un peu le problème. Alors vite, encore 2 questions, puis après on va conclure.
Je vais être très rapide. C'est sur l'antenne de police qui est dans la rue Linois. Il y a un bureau d'antenne de police. Elle n'ouvre que du lundi au vendredi de 9h à 17h, dans un quartier tellement fréquenté. Qu'adviendra-t-il de cette antenne de police? Augmentation des ouvertures, des plages d'ouverture, augmentation des effectifs. Alors, on va prendre plusieurs en même temps. Non, c'est bon. Alors, une dernière, Madame Terroir. Vous pouvez le micro à côté de vous. Je voulais savoir pour la dalle, depuis qu'on a fermé des accès, si vous avez connaissez un changement ou si pour le moment il n'y a pas de, vous savez rien de plus. C'est depuis quoi? C'est très récent, c'est depuis 2 mois. Ça fait partie du plan 3 mois. Voilà. De sécurisation de la dalle. Mais je ne sais pas s'il y a eu des résultats. Il y a moins de rassemblements. C'est à vous de nous le dire d'ailleurs, d'une certaine façon. Parce que... Oui. On constate moins de rassemblements et quand j'interroge les gens autour, ils ont l'air d'être plutôt satisfaits. Alors il y a une verrue quand même, c'est le Novotel. L'entrée du Novotel qui n'a jamais été refaite et là où il y a quand même des installations régulières. Mais on avait des rassemblements tous les jours. Il y en a eu 2 ce mois-ci, je crois. Et ça n'a pas duré longtemps. Je réponds d'abord à la question sur l'antenne de Linois. Donc c'est une antenne qui est composée de 4 policiers et qui est chargée, comme vous l'avez très bien dit, c'est un poste qui est en charge de l'accueil du public aux heures de bureau, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, et qui renseigne la population et vous pouvez déposer plainte ou une main courante dans ce poste. J'ai prévu d'ajouter un effectif effectivement prochainement au poste de Linois. Je n'ai pas l'historique, mais je suis très certainement d'accord avec vous. Il y avait certainement plus de policiers avant. En tout cas, il y a des bureaux disponibles. Oui, c'est vrai. Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'effectivement, avant que le centre commercial Beaugrenelle soit rénové, il y avait des locaux de police qui hébergeaient les îlotiers du 15e. Donc il y avait beaucoup de mouvements. On avait obtenu, nous les élus du 15e à l'époque, de la brigade de police, qu'elle réimplante un site. Mais c'était quelque chose de beaucoup plus modeste qui a été fait pour recueillir les plaintes dans le secteur, etc. Un préfet de police précédent, c'est pas celui-là, avait prévu de fermer cette antenne pour récupérer des effectifs. Nous nous y sommes opposés, on a réussi à l'emporter, donc il a renoncé à ce projet. Enfin maintenant il y a un autre préfet de police, donc peu importe. Mais c'était surtout pas prévu l'augmentation des effectifs, c'était la fermeture de l'antenne qui était prévue et programmée. Donc aujourd'hui, elle est maintenue. Je remercie le commissaire d'y avoir ajouté un effectif d'ailleurs, ou d'y ajouter prochainement un effectif, même si les effectifs de commissariat ne sont pas suffisants de façon générale. Ça, c'est un combat permanent là aussi que nous avons avec la préfecture de police centrale. Mais en tout cas, le site sera maintenu. Nous, c'est ça déjà qu'on essaye d'obtenir, c'est le maintien de cette antenne de police. Et moi, je vais vous répondre concernant la passerelle. Oui, il y a un changement pour nous, puisque c'était un point de doléance qui me revenait quasiment quotidiennement. Aujourd'hui, une fois de temps en temps, on me dit qu'ils sont là avant ou après les grilles, mais ça s'est énormément réduit et ça permet aussi, nous, d'avoir une fermeture qui les coince au niveau de la passerelle, puisque nos vététistes qui sont particulièrement présents sur les parcs et jardins, les dalles et tout autre lieu un petit peu plus difficile d'accès pour nous quand on est véhiculé, ils sont quasiment tous les jours. Alors Béla Bartok et j'en passe, d'Alpera, enfin on en a plein. On est très présents et les collègues interviennent, font beaucoup d'amendes forfaitaires délictuelles pour le stupéfiant justement dans les parcs et jardins. Et cette passerelle-là, maintenant quand elle est fermée le soir, on les bloque. Donc oui, on a beaucoup moins de remontées depuis la fermeture. Ouais. Merci à tous. Je vais faire 2 petites annonces. Donc il y a des brochures en sortant sur la table. Donc pardon. Donc il s'agit,
sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc les QR codes pour pouvoir retrouver toutes les informations qui concernent le quartier, donc et l'utilisation du quartier en tant que riverain. Et puis n'oubliez pas, le 15 juin, de faire venir un maximum de personnes, notamment vous et vos familles, donc pour la fête de quartier, sur l'île aux Cygnes. Ah, si je peux faire une annonce aussi supplémentaire. Oui, monsieur le maire. Le 6 juin, The D-Day, le jour des débarquements, pour la première fois à Paris, nous allons commémorer le débarquement, puisque d'habitude on commémore à Paris pour la libération le 25 août, c'est la libération de Paris, et donc le 6 juin, on ne le commémore jamais. Donc avec une association franco-américaine, oui, Never Forget, nous allons faire une opération le 6 juin à 16h ou 17h. 16h. Ah, non, ça commence à 16h sur le pont de Grenelle. Ah bah tu l'as dit. Ah bon. Non, j'ai diffusé l'invitation au conseiller de quartier, mais le public ne le sait pas. Bah alors vas-y. Oui, effectivement. Les conseillers de quartier ont eu l'information tout à l'heure, mais effectivement, ça commence à 16h et la cérémonie entre 16h et 17h30 sur le pont de Grenelle et sur l'île aux Cygnes, avec effectivement le déploiement de 1944 drapeaux français et américains. On a besoin encore de... Oui, de figurants. Voilà.